Boum, salut à tous les membres de la Familia, c'est Martial Trader. Bienvenue dans cette vidéo de formation tant attendue que beaucoup m'ont demandé quand est-ce que tu vas faire une vidéo d'éducation, de formation générale de A à Z. Bien, j'ai répondu à votre demande et aujourd'hui, on va se poser un bon bout de temps ensemble et on va voir ce qu'est le Forex, ce qu'est le trading à travers différents chapitres où je vais t'expliquer un petit peu à propos de l'analyse technique, même l'analyse fondamentale et pas mal de choses. Donc, tiens-toi prêt à la famille. Avant toute chose, j'aimerais quand même me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Martial Trader. Je suis dans le trading depuis plus de 15 ans. J'ai commencé quand j'étais encore étudiant. Je faisais ça à côté. J'étais étudiant, j'avais un petit boulot à côté. Et dans mon temps libre, j'étais passionné de trading. J'ai connu pas mal d'échecs, mais après de nombreuses années où je me suis accroché et motivé par la passion et l'envie de toujours trouver un moyen de réussir, j'ai réussi à développer une stratégie qui est rentable et qui me permet d'avoir du succès et être consistant dans ce succès depuis déjà plus de 5 ans. On a également développé avec un ami, un frère de longue date, un outil qui me permet d'analyser les marchés de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise qu'on appelle le Vision, que je vais te présenter aujourd'hui. C'est un outil que j'utilise toujours pour garder une très bonne discipline et une analyse constante et je pense que c'est pour moi l'une des clés qui m'a permis justement d'avoir cette discipline, ce mental d'acier, c'est d'avoir également les outils pour. Mais on va rentrer plus tard. Avant toute chose, on va faire également une introduction sur le Forex, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que le Forex. Le Forex, ça vient de Foreign Exchange en anglais, et ça veut dire échange étranger, foreign, étranger, exchange, échange. C'est l'échange de quoi? Généralement, c'est l'échange de devises étrangères. Puis, on y inclut quand même d'autres instruments parce que les plateformes sont de plus en plus complexes et on y ajoute de nombreux instruments tels que des matières premières, les métaux, l'or par exemple, l'argent, actions, des indices et même les cryptos. En tout cas, il y a des plateformes qui offrent même des milliers d'instruments, mais d'une manière générale, nous, on se concentre quand même sur les devises. Donc, qu'est-ce que l'échange des devises? Je vais te donner un exemple pour que ce soit clair. Imagine-toi que, par exemple, tu as 100 euros. D'accord? Tu vis en Europe, en France, tu as 100 euros et tu voyages aux États-Unis. Et on va dire que l'échange, il était, par exemple, de 1,30. Tu vas aux États-Unis, ça te fait 130 dollars. D'accord? Maintenant, aux États-Unis, tu vas avoir des potes super généreux, ils te laissent pas dépenser un centime. Comme si tu allais aller aux États-Unis avec simplement 130 dollars dans les poches. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple, tu m'as compris. Tu retournes en France, et là, l'euro, en 10 jours, s'est passé quelque chose. Macron a balancé un tweet, et le cours de l'euro est passé à 1,20. C'est-à-dire que maintenant, 1 euro, c'est 1 euro, c'est 1,20 $. Donc 100 euros, c'est 120 dollars. Et toi, quand tu l'as échangé, tu as eu 130 dollars. Donc tu t'es retrouvé avec plus de dollars, et tu as bénéficié de cette baisse de l'euro. Tu retournes en France, tu échanges tes euros, et là maintenant, tu n'as plus 100 euros, mais tu as environ 108 euros par exemple. Et donc, c'est cette baisse d'une devise qui t'a permis de générer un profit. Sur la plateforme, c'est ce qu'on fait. On échange les devises l'une que l'autre, contre l'autre, l'euro contre le dollar, le sterling contre le dollar, l'euro contre le sterling. Toutes les devises sont quasiment échangeables l'une contre l'autre. Et c'est ce qu'on appelle le trading. C'est en fait de l'échange. Il y a un processus qui est effectué de manière automatique sur la plateforme qui consiste à automatiquement changer. Par exemple, si tu achètes de l'euro-dollar, tu achètes l'euro contre le dollar. Donc, toute cette transaction se fait automatiquement. Si les prix montent, bien, tu passes en profit, tu bénéficies du fait que la devise que tu as achetée contre la devise que tu as vendue automatiquement est en hausse. Si par contre tu vends l'euro contre le dollar et les prix baissent, bien tu bénéficies également, tu passes en profit parce que tu bénéficies que la devise que tu as vendue est en baisse contre la devise que tu as achetée à l'opposé. Maintenant, tout ça c'est bien gentil, mais quels sont les avantages du Forex? Qu'est-ce qui m'a poussé moi à me lancer et toi sûrement à te lancer dans ce marché? Premièrement, c'est un marché avant toute chose qui est accessible à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as des plateformes en ligne, tu as simplement besoin d'un ordinateur ou peut-être même d'un téléphone, bien que je le déconseille. Il vaut mieux avoir un ordinateur portable ou un desktop de maison et une connexion Internet. Tu télécharges la plateforme. Donc déjà, une accessibilité à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses structures. Deuxièmement,
accessibilité par le montant. Il y a des comptes, on peut trader en compte démonstration sans risque, où tu peux avoir un compte à 5 000, 10 000, 100 000 dollars si tu veux, et perdre cet argent sans aucun problème parce que c'est de l'argent virtuel. Donc ça, c'est un très gros avantage. L'autre avantage, c'est que tu peux commencer avec des petits montants. Tu peux commencer à ouvrir un compte avec 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars. Il y a même des courtiers qui, je pense, permettent d'ouvrir des comptes même à partir de 50 dollars. Donc ça, c'est un gros avantage. Pourquoi? Surtout quand tu es jeune, ou tu es étudiant, ou tu veux essayer de faire ça à côté parce que tu as un travail et tu n'as pas envie d'y mettre toutes tes économies. Tu as l'opportunité de trader en démo et tu as l'opportunité également de trader avec un tout petit compte. Maintenant, tu me diras, pourquoi trader avec un petit compte 100 dollars? Qu'est-ce que je vais gagner? 10 centimes? Parce que si tu devais échanger en réalité tes euros contre tes dollars, par exemple, on parle de centimes. Il y a quelque chose qui s'appelle l'effet de levier qui te permet de démultiplier ton capital grâce à justement cet effet de levier. On peut le multiplier par 10, par 100, par 500. Il y a même des brokers qui permettent de multiplier par plus de 1000. C'est bien sûr une épée à double tranchant. Pourquoi? Parce que plus tu démultiplies le compte et plus tu utilises cet effet de levier, plus potentiellement tu peux faire du profit grâce à ton petit capital. Tu commences avec un compte à 100 dollars et tu utilises un effet de levier de 100. On va réduire un petit peu la vidéo, on va commencer à écrire un peu. Donc, voilà. Tu as 100 dollars et tu as un effet de levier de 100. Généralement, on l'écrit comme ça. Donc, tu dois multiplier tes 100 dollars par 100. Et ça nous donne combien? Ça nous donne 10 000 dollars. Ça veut dire que avec un capital de 100 dollars, tu es capable de trader l'équivalent de 10 000 dollars. Je vais aller sur l'étape suivante, je vais commencer, puis je retourne un peu dans la plateforme généralement qui est la plus utilisée de MetaTrader, mais beaucoup de plateformes également. Il y en a certains où tu trades en argent, comme ça en devise. Il y en a certains où tu trades en lot. C'est ce qu'on appelle un. Donc on va avancer un petit peu et on va expliquer ce qu'est un lot. Un lot, d'accord, c'est 100 000 unités de la devise de base. Donc imagine-toi que tu trades de l'euro-dollar par exemple, euro-USD. Ça, c'est la devise là. Et ça, toujours la devise à gauche, c'est la devise de base. Et la devise à droite, c'est la devise de cotation ou la devise cotée. Voilà. Donc, quand tu trades un lot d'euro-dollar, tu trades 100 000 le dollar. À 100 dollars, tu as une capacité de 10 000. Comment est-ce que tu peux ouvrir un lot 100 000? Tu n'as pas assez, comme tu peux le voir. C'est pour ça que tu as une fraction de ce lot qui est 0, par exemple, 0.01 lot. Combien est 0.01 lot? Si un lot c'est 100 000, 0.1 lot c'est 10 000 et 0.01 lot c'est 1000 unités de la devise de base. Donc maintenant avec tes 100 dollars, où tu utilises un effet de un capital de 10 000 dollars, tu décides d'ouvrir un 0.01 lot, c'est-à-dire 1% d'un lot qui correspond à 1000 unités d'euros, et donc tu vas ouvrir une position de 1000 euros avec tu as assez de marge pour pouvoir ouvrir cette position. On va retourner un petit peu en arrière parce que là ça va un petit peu vite. N'oublie pas de poser quand j'écris quelque chose. Tu peux poser, tu peux lire, prendre ton temps. Et là maintenant on va cleaner un petit peu tout ça. Est-ce que je peux le mettre un peu? Parfait. Donc trouve avec ton effet de levier qui te permet de multiplier ton capital. On avait notre 100 dollars et grâce à notre effet de levier de 100, on s'est retrouvé avec combien? On l'a dit juste auparavant, 10 000, d'accord? On s'est retrouvé avec 10 000 dollars. Mais bon, c'est pas la foire. Ça veut pas dire que tu vas pouvoir payer ces 10 000 dollars en entier et, par exemple, perdre 2 000 dollars. Non, non, non. Ça, c'est ta marge. C'est comme un prêt de la part du courtier de ton institution financière. Ce que tu peux perdre, c'est tes 100 dollars. C'est comme si tu as 100 dollars, tu reçois un prêt qui te permet de trader 10 000 dollars que perdre tes 100 dollars. Et c'est pour cette raison qu'utiliser un effet de levier peut être très bénéfique, mais surtout très risqué quand tu n'as pas d'expérience. Je m'explique. Avec ces 10 000 dollars, tu ouvres une position et tu fais 200 dollars de profit. Tu as maintenant 10 200 dollars. Et c'est simplement ta marge. Donc, combien de profit réel tu as fait? Tu as fait un profit de 200 dollars. Et ces 200 dollars, ils t'appartiennent vraiment.
Donc si tu avais 100 $ et tu as fait 200 $ de profit, combien tu as maintenant dans ton compte, dans ta balance? 300 $. Si tu devais retirer l'argent que tu as accumulé, tes 100 $ et ton 200 $ de profit, tu as maintenant 300 $. Scénario opposé, 100 $, tu utilises un effet de levier de 100, tu te retrouves avec 10 000 $ et tu fais une perte. Est-ce que tu peux faire une perte de 200? Non, parce que tu as que 100. Tu fais une perte de 100 qui ne va même pas atteindre 100 parce que tu vas avoir ce qu'on appelle un appel de marge pour protéger le courtier d'avoir une balance négative et toi de perdre plus que ton capital. Quand tu vas atteindre une marge qui est très faible, c'est-à-dire que sur ces 100 $, très peu, eh bien, on va dire par exemple là, 9 900, allez, on va dire 10. 9 910 $. Tu as perdu combien? Tu as perdu 90 $ par exemple, moins 90 $. Boum, tu es stoppé. Et il te reste combien? 10 $. Tu trades avec 10 000, mais tu ne peux risquer que ton capital, mais tu peux gagner autant que tu veux. Voilà c'est quoi l'épée à double tranchant. Ça fait que si t'es pas expérimenté, avec un gros très rapidement griller ton compte, une grosse partie de ton capital, voire la totalité. Si tu sais utiliser l'effet de levier à bon escient cumuler des profits, ben dans ce cas, tu es capable des profits qui sont 100 fois supérieurs aux profits que tu effectuerais juste avec ton capital initial. Faire très attention au départ. Les effets de levier varient de 1. Si par exemple tu as un capital de 10 000 $ ou de 100 000 $, tu veux pas utiliser d'effet de levier, tu peux utiliser 1, c'est-à-dire que tu vas trader uniquement avec ce que tu as investi. Tout effacé, voilà. Et 1, il y en a qui utilisent, donc ça s'appelle comme ça, hein, tu mets 2 points. Je vais le mettre un petit peu plus gros ici. Donc tu as 1 à 1. Tu as par exemple des effets de levier de 1 à 3, tu as de 1 à 10, c'est assez. Il y a quand même des certaines listes. Après on continue. Il y a des effets de levier à 100. Je vais quand même faire une petite ligne ici. D'accord? Pour tous ceux qui ont un tout peu que tu es capable de perdre et tu as envie de passer en réel pour essayer, il est possible d'utiliser un gros effet de levier, mais on connaît le risque. Le risque, c'est de griller ce petit capital, ce petit 100 $ qu'on a essayé, ce petit 50 $. Mais à partir du moment où on commence à essayer et qu'on n'a pas vraiment des gros effets de levier, un effet de levier jusqu'à 1 à 10 est assez raisonnable. On peut déjà beaucoup trader, on peut déjà accumuler pas mal de profits et bénéficier des intérêts composés, du compounding. Donc 1 à 10. Après, il y a des effets de levier à 200, il y a des effets de levier à 500. Et récemment, il y a beaucoup de courtiers qui ont lancé des effets de levier à 1000, 2000, 3000 et même certains infinis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour un petit volume que tu ouvres, on ne te prend même pas de marge. La seule chose, c'est que si tu perds ton capital, tout se ferme en fait. Tous ces effets de levier, au-dessus de 500, là, on rentre vraiment dans une zone, pourquoi il n'y a pas de rouge, mais c'est pas grave, on rentre dans une zone dangereuse. Il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire on oublie, on ne touche pas, mais ça veut dire vraiment il faut vraiment comprendre quelque chose. Parce que si tu utilises, je vais quand même un petit peu avancer maintenant dans l'éducation. Alors on va tout effacer ici et on va avancer. Alors quand tu ouvres une position, tu me diras oui, mais comment je peux faire pour ne pas perdre ces 100 $ par exemple? Eh bien c'est là où on a le concept d'un ordre de fermeture à un certain prix ou à une certaine perte. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un ordre qui te stoppe à une certaine perte. Le stop loss à l'opposé, ordre de TP, take profit, qui veut dire prendre le profit. Et je vais te montrer ici, si on peut aller par exemple sur un graphique, on va commencer maintenant à aller voir un graphique. Voilà, allez, voilà, trading new order. Ça c'est juste pour te montrer un exemple. Donc voilà un exemple d'ordre avec, comme je te l'ai dit, le volume de un lot qui correspond à 100 000 unités. Et là, directement, tu vois un stop loss. Ici, on a les symboles. Donc, euro contre dollar, sterling contre dollar, peu importe. Ici, on voit les prix un petit peu en petite tick chart comme ça qui te montre les mouvements. Bien que ça sert pas à grand chose parce qu'on les regarde sur des graphiques, sur les vrais graphiques. Et là, le stop loss, qu'est-ce que c'est? C'est que si, par exemple, l'euro dollar est à un certain prix, eh bien, si je veux par exemple vendre, eh bien si les prix vont à l'opposé, pour me protéger, je vais mettre un stop ici, un ordre de stop qui me fermera ma position. Et à l'opposé, je mettrai un ordre fit qui me fermera ma position à
une certaine distance ici du prix d'ouverture qui est dans mon sens, c'est-à-dire que j'aurai un profit. D'accord? Donc voilà, ça c'est juste pour entrer dans les types d'ordre, mais maintenant on va commencer à entrer justement, ça correspond à la transition où on va commencer à rentrer dans la plateforme. Alors le trading sur la plateforme s'effectue de cette manière-là avec un graphique. D'accord? Là le graphique, je viens de l'ajouter comme ça, vierge sans aucune. Donc c'est ce qu'on voit. Après il va falloir un petit peu le personnaliser et je vais te montrer un exemple de personnalisation. Mais avant toute chose, comme on peut le voir ici, c'est un graphique d'euro contre dollar. L'une des questions qui peut être posée quand on est débutant, c'est il y a beaucoup de devises, d'accord? Il y a de l'euro-dollar. On va les voir ici un petit peu si on peut mettre un market watch. Comme tu peux le voir, il y en a par exemple pas mal. Il y a de l'euro, si je peux l'agrandir un petit peu ici. Il y a de l'euro contre le dollar, du sterling, du dollar yen, le dollar canadien. Après, il y a des paires comme ça qui ne sont pas uniquement avec le dollar, le K, tu vois. Le canadien dollar contre le franc suisse, donc dollar canadien contre le franc suisse, et on continue comme ça avec de nombreuses paires. Ok? Ces paires, elles sont divisées en plusieurs catégories. Je vais retourner ici pour pouvoir écrire. Il y a les paires majeures, d'accord? Il faut prendre l'habitude, j'aimerais utiliser, je le dis en français, mais j'aimerais utiliser la nomenclature anglaise parce que dans de nombreuses éducations ou informations, on les appelle les majors, même en français. On peut dire les paires majeures, mais c'est comme PIP, ou Forex, ou je vais expliquer justement tout ce qui est relatif au trading. Généralement, quand même, il y a une nomenclature anglaise. Donc, qu'est-ce que les majors? Qu'est-ce que les paires majeures? Ce sont des paires qui sont les plus utilisées avec les devises qui ont la plus grande liquidité, les plus utilisées contre le dollar. Et elles incluent donc certaines des plus grandes paires, comme par exemple l'euro, dollar. D'accord? Le sterling, par exemple, d'accord? Dollar. Le dollar, je vais simplement mettre un signe comme ça, ce sera plus rapide. Le dollar yen, par exemple. Non, je vais quand même bien l'écrire, celui-là. Pas écrire yen, c'est le dollar JPY. Japanese yen. JPY. Après, tu as le dollar, le dollar CAD. Tu as le NZD, USD. C'est le New Zealand dollar, dollar néo-zélandais. Et un autre encore, on a quoi? Il y a le CHF, donc le dollar suisse. Lui, par contre, il est là, il est comme ça, dollar suisse. Et Australian dollar encore, AUD, UD, dollar. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai peut-être, on a l'australien, on a le dollar yen. Je pense que j'en ai pas oublié. En général, ce sont les plus grandes devises qui sont utilisées dans le monde contre le dollar. Ça, c'est ce qu'on appelle les majors. Et pourquoi c'est important de les connaître? Parce que ce sont énormément ce qu'on appelle de liquidité, parce qu'il y a beaucoup de simplement du trading, c'est de l'échange dans les économies. L'euro contre le dollar, de liquidité entre les deux continents. Et le sterling, c'est des très grosses économies. Et le yen, très grosse économie également. Le dollar canadien, dollar néo-zélandais, le franc suisse. Donc toutes ces grosses économies, il y a de nombreux échanges qui sont grandes institutions, des grandes entreprises entre ces deux grandes économies. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de liquidités et ce qui fait que le trading de ces paires de devises, de ces majeurs, est extrêmement liquide. Et qu'est-ce que ça veut dire quand c'est liquide contre un marché qui est un petit peu illiquide, qui a un manque de liquidité? Ça veut dire que quand vous allez ouvrir des positions dans ces paires-là, l'exécution, elle va être très rapide. Parce qu'il y a tellement d'échanges que lorsque vous allez fermer votre position, il va y avoir directement une exécution de cette position qui correspond à une contrepartie qui accepte cette position. Ensuite, on va rentrer dans la deuxième classification, la deuxième catégorie qu'on appelle les minors. On va effacer. Ok. Comment ça se passe jusqu'à présent? La familia, je veux un minimum de feedback. Fais une petite pause si on commence à accumuler. Retourne dès le départ si ça va trop vite. On prend notre temps, on avance petit à petit, mais on va quand même comprendre la base du trading. Je vais pas sauter sur la plateforme avant que tu comprennes ce qu'est une paire de devises. Donc, quels sont les minors? Les minors, c'est également des paires qui sont avec des grandes devises, mais qui ne sont pas là contre le dollar, parce que le dollar, c'est vraiment la plus grosse devise, la numéro 1, et la paire la plus utilisée, la plus liquide, c'est l'euro-dollar. Mais tu vas avoir d'autres devises qui sont minors,
tels que, qu'est-ce qu'on aurait en minors? Voilà, ça c'est toutes les majors, euro, sterling, yen, CAD, comme on a des New Zealand. Et voilà, les minors et les crosses, c'est tous des paires de devises qui n'incluent dollar. Donc l'AUDK, on les voit ici, j'ai pas besoin de toutes les écrire. Le XAU c'est l'or et le XAG c'est le silver, c'est l'argent. Donc voilà, toutes les minors, d'accord, les paires cross également, les crosses, comme l'euro contre le sterling, l'euro contre le CAD, c'est des paires qui sont de devises, qui sont de grosses économies, comme l'euro contre le sterling ou l'euro contre le dollar canadien, l'euro CAD. Elles sont mineures parce qu'elles n'incluent pas le dollar. Et on en arrive à la dernière qui sont ce qu'on appelle les exotiques. D'accord? Qu'est-ce qu'une paire exotique? Voilà, exotique, ce sont les paires de devises qui incluent des économies émergentes. Pour ne pas dire une expression que je déteste, des pays du tiers-monde ou quoi que ce soit, c'est des pays émergents. Par exemple, des pays qui sont considérés comme le Mexican peso, voilà, on va aller voir ici, là, qui sont vraiment un peu exotiques. On y inclut pas seulement des économies émergentes, on y inclut quand même, je vais voir ici si je peux, voilà, exit, on est là, on va mettre show all pour tout montrer, et on va voir ici, on a la Turkish, la livre turque, la Turkish lira, on a le Polish zloty, voilà, je sais même pas comment ça se dit en français, le Polish zloty, mais c'est la devise polonaise. Et donc le Singapour, tu vois, Singapourian dollar, tout ça c'est un petit peu des exotiques parce que déjà le Singapour dollar c'est pas une économie où il y a énormément d'échanges comme l'euro, comme le sterling, et en plus de ça c'est contre une autre paire, par exemple le yen, ce qui rentre dans une catégorie un peu d'exotique. Voilà. Pourquoi maintenant? C'est parce que il faut savoir dans quel marché on va se concentrer. Au départ, il vaut mieux se concentrer dans un marché de devises majeures et mineures, parce que c'est des devises quand même qui sont très liquides, qui ont une volatilité qui est bien contrôlée, qui ont des économies qui sont stables. Et c'est ce que je vais expliquer un peu plus tard dans le fondamental. En euros, d'une manière, on peut voir l'euro monter et descendre, mais d'une manière générale, on va dire que l'économie européenne est assez stable. Pareil, si vous devises un peu plus, dans la catégorie un peu plus exotique, si vous prenez un Mexican peso, si vous prenez un peso argentin, par exemple, on sait très bien qu'il a été dévalué de 40 fois, quoi. Le Mexican peso peut avoir des grosses fluctuations. Le Turkish lira, que même s'il y a des élections aux États-Unis, aussi catastrophiques qu'elles soient, ou en France, ou peu importe, de la manière dont ça affecte la devise, ça reste quand même assez limité, alors que vous allez avoir des économies comme la livre turque, par exemple, qui peut avoir de bien plus grandes fluctuations. Donc il faut faire attention quand même à ça quand on trade, parce que quand vous allez voir les graphiques, vous allez voir qu'il va y avoir énormément de volatilité, et le fait qu'il y ait un manque de liquidité fait que votre position potentiellement ne peut pas être exécutée, ou il peut y avoir un gros gap, un gros saut entre l'exécution de votre position, votre demande d'exécution et l'exécution après de votre position. Donc voilà, on va essayer d'avancer un petit peu, maintenant qu'on a expliqué ce qu'étaient les ordres, les différents types de paires, de devises, donc les majeurs, les mineurs, les exotiques, les exemples des devises qui sont, les paires de devises qui sont le plus utilisées, bah, c'est vraiment les majeures, c'est celles qui sont contre le dollar, l'euro, dollar, avec les plus grosses économies, on l'a dit, le sterling, l'australien, New Zealand, franc suisse, canadien, donc voilà les symboles. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la nomenclature de base du trading. Alors, on va rentrer avec quelques petits exemples. On a expliqué ce qu'était un lot. Combien d'unités, si tu te rappelles, on va voir si tu as suivi. 100 000 unités. Bravo si tu as trouvé. On va réécouter si si t'étais pas concentré, la famille. C'était 100 000, ça c'est un lot. Maintenant, un dixième de lot, d'accord? Donc, un dixième de lot, ou 10% d'un lot, ou 0,1 lot, égale 0,1 lot. J'ai l'impression d'être un prof de maths au CM2, frérot. 0,1 lot, mais c'est très important parce que le nombre de personnes qui ne rentrent pas dans les détails de base et qui veulent sauter sur l'analyse technique, cette vidéo, elle est pour toi. Elle est pour toi pour que tu puisses vraiment prendre ton temps de
tous ces genres de concepts, au moins, si je te l'explique et tu as envie de rentrer plus dans, il y a des livres, il y a des autres vidéos, il y a énormément de contenu qui est disponible. Mais le fait que tu saches que c'est important et que tu continues à rechercher, au moins, il y a une grosse partie qui est faite. Je m'attends pas à ce que, après avoir juste vu par exemple d'un lot, tu vas tout comprendre sur tous les différents types de lots. Mais au moins, un point qui est important, ça va t'ouvrir sur d'autres questions. Donc un 0,1 lot, comment on appelle un mini lot? Quand tu entends j'ai ouvert un mini lot, ou peu importe, il y a un mini lot. Et donc comme c'est 0,1 ou 10%, on est à 10 000. Donc on va l'écrire aussi ici, c'est 10 000 unités. Voilà. Et après le dernier, c'est 1 centième de lot, ou 1%, ou 0,1. Et on appelle ça un micro-lot, la famille. Et ça représente 1000 unités. Donc ça, c'est le premier concept de lot. Le deuxième concept, c'est le concept de PIP. C'est un concept qui est très important. Pourquoi? Parce que, il y a différentes explications de PIP. Je crois percentage in points. Celui qui est le plus connu, c'est percentage in points. Mais sinon, des fois, il lui donne une différente nomenclature. Peu importe. Ou price in point, ou percentage in point, percentile in point même. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est comme un point, en fait, ça représente une unité de mesure du mouvement des prix. Donc, comme on peut le voir ici, on va exit, on est de retour, et on va retourner sur notre petit euro-dollar ici. Comme on peut le voir ici, dollar est on voit les prix ici, on voit les prix là, mais il est à 1.07. 6, 3, 4. 6, 3, 4. Et un pip, c'est la quatrième décimale. Lorsqu'il y en a 5, d'accord, c'est la quatrième. Dans certaines plateformes, ça s'arrondit ici simplement. Ici à la première décimale, deuxième, troisième, quatrième. Et ça, c'est-à-dire que si maintenant les prix, ils passent à 1.0764, on a une augmentation ici exacte de 1, donc on a plus 1 pip. Maintenant, si on a une augmentation ici de 1.0 par rapport à ce prix, d'accord, ce prix-là. Si on a une augmentation ici à 1.0765, là, on est au cinquième décimal, c'est un dixième de pip. Et bien là, on a une augmentation de quoi? On appelle ça soit un dixième de pip, 0.1 pip, ou soit, tiens-toi bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, une pipette, d'accord? Ça c'est le mot en anglais d'ailleurs, c'est pas le mot en français. On utilise le même mot, une pipette. Ça me rappelle la pipette Pasteur, je détestais la chimie. Donc déjà ça m'a saoulé ce mot. Le pip, la pipette, ou certains, il faut comprendre, pour la quatrième décimale, ils appelaient ça le pip, et pour la cinquième décimale, un point. Donc, quand il y a un mouvement du cinquième, on dit un point, et quand ou une pipette, et quand il y a un mouvement de la quatrième, on dit un pip. Donc voilà, on va effacer maintenant un petit peu pour avancer. On a montré ce que c'était que le lot, le pip, et le dernier, il y a énormément de différentes nomenclatures, mais bon, on peut pas y passer non plus des heures, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. On va prendre les trois plus importantes. Attention, la famille, c'est le spread. Qu'est-ce que le spread? Il faut comprendre que pour expliquer le spread, je vais quelque chose, entrer dans les propriétés ici, et je vais te montrer la ligne ASC. Et là, il va y avoir une petite ligne, si je peux zoomer un petit peu. Voilà, bon, on va zoomer à fond. Voilà, là, tu peux voir qu'il y a deux prix. Le prix qui se retrouve à la hausse, on appelle ça la ligne ASC. Et le prix ici, qui est collé au graphique, d'accord? Ça, mais je vais l'expliquer. Ça, c'est la ligne, le prix bid, et ça, c'est le prix du ASC. Et un petit peu ce que c'est. Alors, si on devrait prendre un exemple, donc on a dit, par exemple, l'euro, imaginons l'euro-dollar, il est 0,7 par exemple, 6, 5, 0. D'accord? Donc ça, on a dit c'était le prix du bas. Et la ligne ASC, qui va être plus haute, elle est par exemple à 1.0761 par exemple. Donc là, si on prend la quatrième décimale qui se trouve ici, c'est le pip.
Donc de 5 à 6, on a 1. Et là, de 0 à 1, c'est plus 1. Donc comme celle-là, c'est le pip, et ça, c'est le pipette, on a ici une différence de 1.1. De 1 pip, virgule 1. Donc 1.1 qui correspond à ce qu'on appelle le spread. Et ce spread-là, c'est le prix, la commission, les frais de cette devise prix, le prix de bid et le prix de ask. Maintenant, c'est que quand on achète, quand on ouvre la position, on achète au prix bid. Donc ici, quand on va ouvrir la position, on va l'acheter à ce prix-là. Et puis quand on va vendre une position, vente, on va le vendre à ce prix-là. Donc quand on ouvre une position d'achat, par exemple, on va l'ouvrir au bid. Et quand on va devoir le vendre, on va devoir le ask. Et on aura payé donc le prix, la différence du spread, qui sera, ici, on voit pas bien le A, spread, de 1.1. À vendre par exemple l'euro-dollar, on va directement vendre à ce prix, mais quand on va devoir acheter, pour fermer la position, cette fermeture de position va se faire automatiquement en achetant l'opposé, et on va quand même payer le spread, la différence, qui dans ce cas par exemple sera de 1.1. Bien sûr, au départ, il y a de nombreuses années, on avait des spreads qui étaient de 2, et puis plus les années, plus la compétition est montée, tel point qu'on se retrouve maintenant dans des spreads qui très rarement dépassent les 1, qui peuvent se retrouver pour les majeurs par exemple à des montants très faibles. Comme pour l'euro-dollar, on peut se trouver à des spreads, on peut dire par exemple ici que ça aurait pu être 5, et qu'on peut se trouver avec des spreads de 0.1 pip. Ce qui fait que nos frais d'échange de trading sont très faibles. On va effacer ça, voilà, et on va passer aux notions, au point suivant. Donc on a vu ce que c'était que l'eau, le spread, quel était le pip, les différents types d'ordres et l'utilisation des graphiques. Allez, on avance un petit peu sur l'analyse technique et on va avancer maintenant sur notre partie graphique. D'accord? Ici on est sur un graphique de base. On va commencer un petit peu par comprendre les types de graphiques. Comme vous pouvez le voir d'une manière générale, il y a 3 types de graphiques. On va zoomer un petit peu ici. Faut pas trop sur la plateforme parce que je ferai une vidéo spécifique à l'utilisation de la plateforme. Nombreuses vidéos qui utilisent, et comme il y a de nombreux traders qui utilisent différents types de plateformes, il y en a qui sont plus sur MT4, il y en a qui sont sur MT5 qui viennent tous les deux de la plateforme MetaQuote, de l'entreprise MetaQuote, il y en a qui utilisent TradingView, il y en a qui utilisent d'autres plateformes, donc ou CTrader par exemple. Donc chacune des plateformes a ses spécificités, il y a énormément de vidéos et de contenu. Là, c'est simplement pour te montrer les principes de base avec cette plateforme que moi j'utilise. Donc, il y a ici des plateformes en barres, d'accord? Où ici, on voit des barres. La barre a ici une petite, comme on peut le voir ici, petite encoche qui correspond au prix d'ouverture. Petite encoche sur la droite, c'est le prix de fermeture. Le point le plus bas, le point le plus haut. Et là, c'est le corps de cette barre. Le désavantage, généralement, elles sont voilà comme ça dans toutes les couleurs. C'est pas trop facile de comprendre d'un point de vue à l'autre. Donc, on va aller sur la deuxième qui est utilisée. C'est les graphiques en ligne. Les graphiques en ligne ont un très gros désavantage. C'est que chaque point correspond à la fermeture d'une période et donc à l'ouverture de la période suivante. Si on est sur un graphique en 1 heure, chaque fermeture d'une heure est l'ouverture, prix d'ouverture de la nouvelle heure. Mais les mouvements des prix et pas les plus hauts et les plus bas. Parce que c'est simplement les prix d'ouverture et de fermeture. Donc on entre ici dans des graphiques en chandelier japonais, où tu as, comme dans les barres, le prix d'ouverture. On va faire un petit dessin, on va en choisir une. Voilà, ici par exemple celle-là, où tu as ici le prix de l'ouverture, le prix de la fermeture, le point le plus bas et le haut. Donc très rapidement et visuellement, tu sais que les prix se sont ouverts ici. Ils sont descendus le plus monté, le plus haut. On ne sait pas dans quel ordre. Il faudrait rentrer dans des périodes plus courtes pour comprendre l'évolution durant cette heure. Mais tu sais que les prix les plus bas durant cette période-là, cette heure ici, parce qu'on est en graphique d'une heure, sont descendus jusqu'ici, sont montés jusque-là et se sont fermés. Donc il y a des chandelles de différentes couleurs. Généralement, les chandelles, par exemple, baissières peuvent être rouges ou blanches. Et les chandelles haussières sont généralement noires ou vertes. Et donc ça te permet d'avoir un code couleur et d'identifier très rapidement les différents types de chandelles. Sur les chandeliers japonais, on appelle cette partie-là, entre l'ouverture et la fermeture, le corps. On montre les prix les plus hauts ou les prix les plus bas, on appelle les ombres, donc l'ombre inférieure et le corps. Maintenant, il y a 2 termes
qui sont utilisés de manière très courante dans le trading, c'est que lorsqu'une chandelle elle est haussière ou lorsqu'un marché est haussier, on appelle ça, parce que parfois je le dirais dans les vidéos, on appelle ça bull. Si ton niveau d'anglais un minimum, tu as compris qu'ici bull c'est le taureau. Apprécie un petit peu mon dessin, le taureau qui ressemble plus à un rat. Moi je vais lui faire des cordes, je vais lui faire des grosses jambes. Voilà, quand même apprécie. Le taureau, bouge comme ça. Bullish, haussier, taureau. Bearish, à ton avis, il y a quoi comme mot dans bearish? Bearish. Bon, bearish, j'aurais aimé le faire en rouge. Là, je l'ai fait un peu en mode, mais laisse tomber. Bear. Bear, c'est un ours. Gros ours comme ça. Tac. Tu auras un bonhomme de neige. Voilà. Bon, je lui fais des griffes, t'as compris. C'est un qui est bullish. Je vais effacer cette monstre. Bullish, bearish, elle est baissière. Chandelle bullish, qui monte. Donc, ces graphiques en chandelle et japonais, ce sont les plus utilisés et c'est ceux qui te permettent d'analyser très vite les graphiques et de comprendre un petit peu l'évolution des marchés. On sait que ça monte, que ça redescend. Après, il y a une autre chose, on appelle ça justement les patterns. Et c'est les différents types de chandelles et les différents types de regroupements de chandelles. D'accord? Donc par exemple, quand une chandelle elle est vraiment pleine avec un petit corps, elle a des noms. Comme c'est des chandeliers japonais, donc une chandelle par exemple qui peut être pleine aussi bien bearish, baissière, que bullish, haussière, va s'appeler une chandelle marubozu. Une chandelle par exemple qui va être pleine comme ça, sans ombre à la hausse, va s'appeler une marubozu. Mais il y a beaucoup de types de patterns, donc je peux pas rentrer dans tous les détails. Je séparerai des vidéos, parce que là on veut rester quand même dans une introduction pour te permettre de comprendre. Donc je séparerai des vidéos où je rentrerai dans ces détails. C'est une marubozu. Une chandelle qui a par exemple un tout petit corps et qui a des ombres, ça c'est des chandelles qui s'appellent doji ou doji, dépend comment tu le prononces, D-O-J-I, d'accord? Celles qui ont un petit corps, d'accord? Je vais le faire d'une autre couleur, comme ça je pourrais. Ils n'ont pas corps et des ombres, s'appellent des spinning top. C'est pour te donner quelques exemples. C'est pas des exemples pour rien. Spinning top. Pourquoi c'est important? Ces chandelles-là, elles ont. Donc si tu te retrouves à discuter des marchés, prendre ou analyser tes marchés, il est important de comprendre un petit peu la nomenclature derrière ces chandeliers japonais pour qu'ils te servent à quelque chose. On va effacer ici. Et donc, pourquoi? Quand une chandelle elle est pleine, ça veut dire que les marchés, la direction de cette chandelle, ils sont en plein. Et quand tu as des chandelles où il y a des grandes ombres, mais ça veut dire qu'ils sont indécis. C'est descendu, puis c'est remonté, et finalement ça se termine. Ça veut dire qu'il y a une indécision entre les marchés. Imaginez ça comme si c'était par exemple un match de foot. Donc imagine-toi qu'il y a l'équipe A contre l'équipe B. Et l'équipe A, elle gagne 5-0. Boum, grosse marubozu. Tu peux dire que l'équipe A, elle a un contrôle parfait. Si maintenant, c'est l'équipe B qui gagne 5-0, donc 0-5, boum, contrôle, là ici, total de l'autre côté, de l'adversaire. Tu vas pas essayer de rentrer ou de parier si tu devais faire un pari sur l'opposé, s'il y a un gain de 5-0, d'accord? Par contre, imagine-toi qu'il y a 1-1, 2-1, 2-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Il y a eu énormément de buts dans les deux sens, mais finalement, ça se termine avec la même chose qu'un 0-0, c'est une égalité. Eh bien, c'est ça en fait, c'est une indécision. Et si je devais te dire, à ce moment-là, dans quelle équipe tu devrais parier, eh bien, il y a eu, si c'était 0-0, ça serait difficile, je ne sais pas qui est-ce qui va marquer en premier. Et bien, si c'est 4-4, c'est encore plus difficile parce que les deux équipes ont montré qu'elles pouvaient marquer beaucoup de goals. Donc, on ne sait pas, peut-être une autre, elle va en marquer un cinquième, peut-être même un sixième, ou peut-être même qu'il va y avoir 5-5. Donc, c'est pour ça que plus l'indécision est grande, plus de confirmer où est-ce que les marchés vont continuer. Et c'est pour cette raison que l'analyse chandelle est très intéressante. Il faut passer du temps à le comprendre. Je vais passer à une partie suivante. On a avancé un petit peu sur l'analyse technique. On va faire un petit setup de la plateforme. On va ici en cliquant droit, on va sur propriétés. Et moi, j'aime bien ajouter des périodrateurs de périodes pour comprendre à la fin de chaque journée. Ici, on ne sait pas quand est-ce qu'une journée elle commence. Et je n'aime pas cette grille ici, elle remplit les graphiques pour rien. Donc j'aime les enlever.
Et là, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir des couleurs. Il y a même des couleurs schemes, tu vois, green, donc vert et noir, ou bon, on va le laisser comme ça, c'est pas grave, ok. Et là, comme on peut le voir, on a un graphique qui est déjà bien clean. On sait là, chaque journée quand est-ce que ça se termine, donc cette journée a été baissière, puis c'est remonté. Et là, on commence à regarder les graphiques ensemble, et on voit il y a quelque chose qui a du sens. On a un euro-dollar avec des prix qui montent, qui descendent, avec des chandelles qui commencent à avoir des formes, et on commence à comprendre la signification de ces formes, un contrôle des marchés, un contrôle des marchés. Puis après, il y a des chandelles qui marchent ensemble, des patterns. Par exemple, lorsqu'on a une chandelle qui va dans un sens et la chandelle suivante engouffre, englobe complètement la chandelle précédente, on appelle ça par exemple un engulfing. D'accord? Il y a de nombreuses patterns, et je l'ai dit dans une vidéo qui était à part. J'invite vraiment à les comprendre, à les garder sur un papier, mais ne pas les apprendre par cœur. Parce que l'objectif, c'est pas de connaître les noms par cœur, mais de connaître leur signification. Si tu arrives à comprendre qu'ici, il y a un peu d'indécision et que d'un coup, les marchés sont en contrôle avec cette belle Marubozu, même si elle a une toute petite ombre, elle est pleine, d'accord? Donc, c'est plus important de comprendre et de lire les marchés plutôt que de comprendre tous les noms, mais de pas comprendre leur signification. Donc, il faut simplement savoir qu'il y a de nombreuses patterns. En anglais, il y a par exemple 3 white soldiers, 3 black crows, abandoned baby, qu'est-ce qu'on a encore, on pourrait dire. Après, dans les chandelles seules, on a des hammer, hanging man. Il y a de nombreuses nomenclatures. Si tu écris par exemple sur internet candlestick cheat sheet, tu vois, c'est comme en français, comment est-ce qu'on pourrait le dire, récapitulation ou une sèche, tu vois, des candlestick patterns, tu vas trouver énormément d'informations sur tous les différents types de chandelles et de patterns des chandelles. Alors, on va avancer un petit peu maintenant sur les graphiques. Voilà. Maintenant, c'est le moment de parler sur l'évolution des prix. On comprend que c'est... Maintenant, pourquoi est-ce que ces prix montent? Pourquoi ces prix descendent? Il y a différentes explications, types d'analyses qui se font face, et des fois, ils penchent plus pour une, et certains qui penchent plus pour une autre. Il y a ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Et l'autre type, c'est ce qu'on appelle l'analyse technique. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale, c'est une analyse qui consiste à regarder ces devises, ces paires de devises et tous les instruments d'une manière générale dans un contexte géopolitique, macroéconomique, de nouvelles mondiales, d'accord, qui peuvent affecter ces devises et en tirer une analyse et des conclusions. Je vais te donner un exemple. L'euro contre le dollar. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Les taux d'intérêt des banques européennes et américaines qui peuvent affecter les devises, des élections présidentielles, des guerres potentielles, ce qu'on appelle les releases, comment on appelle ça? C'est lorsque des nouvelles économiques, des prix, comment on appelle ça? Les releases, c'est des nouvelles qui sortent dans le calendrier économique. En fait, il y a un calendrier économique que je vais montrer maintenant. Je vais juste poser la vidéo pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, on est de retour avec le calendrier économique. Et là, comme on peut le voir, il y a des news qui sortent avec différentes couleurs. Et quelles sont ces news? Elles sortent pour différentes devises, pour différents pays. Donc, on a des news de Nouvelle-Zélande, du Japon, des Royaumes-Unis, d'Europe, des États-Unis. Et elles ont différentes couleurs en fonction de l'impact qu'elles vont avoir sur les marchés et surtout sur leurs devises concernées. C'est-à-dire que une news, par exemple du yen, elle est faite dans les marchés d'une manière générale, peut-être qu'elle risque d'affecter un peu le yen. Cette news du dollar, elle est forte dans les marchés en général et risque d'affecter le dollar et potentiellement les autres devises qui sont tradées contre le dollar ou même plus encore. Et on va avancer. On est aujourd'hui jeudi et aujourd'hui vendredi, qu'est-ce qu'on a? D'accord? Le 2 juin. On a les deux nouvelles les plus importantes du mois qui sont, ça tombe bien qu'on fasse la vidéo à ce moment-là, qui sont le change. Mon accent, soit je parle en anglais, soit je parle en français. Mais quand je mélange les deux, ça va pas. Non-Farm Employment Change, Payroll, NFP. C'est la nouvelle la plus importante. Et qu'est-ce que le Non-Farm Payroll, le NFP? C'est le taux de changement de création d'emplois hors secteur agricole. Pourquoi non-farm?
qui n'est pas fermier. Parce que le secteur agricole, surtout aux États-Unis, mais dans le monde entier, c'est un secteur d'emploi cyclique, d'emploi saisonnier. Donc tu ne peux pas dire, si tu dois recruter aux États-Unis 200 000 personnes pour la collecte de fruits ou pour s'occuper de bétail ou de choses comme ça, et ces genres de personnes-là ne doivent travailler que pendant une saison, pendant quelques mois. On peut pas dire chaque année qu'on a recruté et qu'on a viré des gens. Donc non, ça ne représente pas l'économie. C'est très connu que chaque année, il y a certains emplois qui sont cycliques dans le secteur fermier. Donc le reste des emplois, généralement, surtout dans le secondaire, dans le tertiaire, dans les industries, dans les grandes factories, dans les bureaux, d'accord? Tout ça, c'est des emplois qui sont pas cycliques. Normalement, on est censé être employé durant toute l'année. Eh bien, l'évolution de création de ces emplois nous donne une très forte indication, l'une des plus fortes, de l'économie du pays, des États-Unis. Parce que plus il y a de création d'emplois non fermiers, non agricoles, plus l'économie des États-Unis se porte bien parce qu'il y a de la création d'emplois. Et moins il y a de création, moins elle se porte, et donc le dollar potentiellement peut-être vraiment frappé par par cette mauvaise nouvelle. La deuxième qui va ensemble, qui est très importante, il y en a trois, d'accord, sachant que les deux vraiment plus importantes, ce sont ces deux-là qui sont liées. C'est la création d'emplois non fermiers, non agricoles, et le taux de chômage. Et ici, quand on monte un peu, je vais vous montrer, il y a previous, forecast et actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la dernière période, par exemple, si une nouvelle elle sort toutes les semaines, et ben on te montrera la semaine précédente. Le NFP sort une fois par mois, donc on va te montrer le mois précédent. Le forecast, c'est une prédiction, et l'actuel, c'est quand le prix sort. Donc on peut voir ici toutes les news qui sont sorties. Par exemple, ici, on va voir, l'ADP, qui est également un Non-Farm Employment Change, comme vous pouvez le voir, mais qui est fait par une autre société qui sort le mercredi. Ben, cette fois-ci, il est sorti le jeudi, parce que c'était le jeudi premier. Il sort généralement toujours le mercredi après-midi, et après le NFP sort le vendredi. Mais parfois, quand il y a une différence, vous voyez, le mercredi, là, matin, il est à la fin du mois, donc il le retire au jeudi pour que ça tombe sur le même mois, en fait. Parce que sinon, on aurait un ADP du mois précédent et un NFP du mois suivant, donc ça ne marcherait pas. Donc là, ils le sortent le premier, et on peut voir qu'il y avait un ADP ici, un forecast, un précédent, d'accord, à 291, un forecast, une prédiction à 173, et une sortie à 278. Donc, très bonne sortie, très bonne création d'emplois par rapport à ce qui avait été prédit, mais quand même plus faible que le mois précédent, d'accord? Donc, aux alentours des 290, avec une prédiction à 170, et une sortie à 278. On va sur le NFP, on est ici à 253, eux ont fait une statistique qui était un peu plus faible, une prédiction à 193, et donc tu peux t'imaginer un petit peu de corrélation entre les deux. Si la sortie est à 278, bien meilleure, potentiellement, s'ils ont des statistiques assez similaires, et ça sort à 250 ou 260, peu importe, ça sera bien mieux que ce qui était prédit. C'est donc une nouvelle bullish pour le dollar, et l'analyse fondamentale va essayer donc d'acheter du dollar contre les autres devises. Si tu achètes du dollar contre l'euro, et donc tu as une paire d'euro-dollar avec un euro à la base, tu devras vendre le dollar. Ce qui veut dire vendre le dollar et vendre l'euro-dollar. Ce qui veut dire vendre l'euro et acheter du dollar. L'expliquer oralement, et j'ai quand même envie de retourner sur les graphiques pour pouvoir... Alors on est où là? Voilà. Pour pouvoir te l'expliquer. Si tu as une bonne nouvelle, tu fais ton analyse fondamentale et tu veux acheter de l'euro. D'accord? Quand je dis acheter, je vais mettre une petite flèche haute. Achat. Tu vas acheter de l'euro et tu as une paire d'euro-dollar. Tu vas donc acheter de l'euro-dollar. USD. D'accord? Ça c'est clair. Par contre, si tu veux acheter du dollar, je l'ai écrit. Voilà, tu vas acheter du dollar. Et tu as par exemple un dollar CAD. SD CAD. Tu veux acheter du dollar, tu as du dollar CAD, et ben tu achètes le dollar CAD. Mais par contre, parce que là le dollar il est à la base, comme je t'ai expliqué juste auparavant, c'est la devise de base, la devise de cotation, côté. Mais là, euro-dollar, c'est quand même un concept très important à apprendre. Maintenant le dollar il est coté, il n'est pas à la base. Donc si tu veux acheter du dollar,
tu dois faire quoi? Tu dois vendre de l'euro-dollar. Parce que le dollar, il est à la droite. Si tu dois acheter du dollar, tu peux acheter le dollar CAD, parce que c'est le dollar qui est en référence. Si tu dois acheter du dollar, tu dois vendre l'euro-dollar. Donc si tu penses que le dollar est fort, l'euro-dollar. Si tu penses que le dollar est fort, tu dois vendre le sterling dollar. On va faire un petit jeu. Imagine-toi, tu imagines, il y a une très mauvaise nouvelle, catastrophique pour le dollar, d'accord? Le dollar est très faible, avec ton analyse fondamentale. Qu'est-ce que tu vas faire avec du dollar CAD, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire avec du sterling dollar, GBP dollar? Qu'est-ce que tu vas faire avec du dollar yen, JY? Voilà, je te laisse réfléchir. Un dollar faible, qu'est-ce que tu veux faire avec ces paires? Dollar faible, donc tu dois vendre le dollar CAD, comme tu peux le voir parce qu'il est ici à gauche dans la base. Tu dois acheter du sterling dollar parce que là il est coté, et tu dois vendre le dollar yen parce que comme le dollar CAD, le dollar est ici à la base. Donc voilà, j'espère que ce principe est clair. On peut avancer sur le point suivant. Ok, retournons sur notre petit graphique ici d'euro-dollar. Donc l'analyse fondamentale, il regarde son calendrier, mais attention, faut pas tout réduire l'analyse fondamentale au calendrier. Il y a énormément d'autres choses. Il y a quoi? Comme je l'ai dit, les nouvelles fondamentales qui peuvent inclure des nouvelles macroéconomiques, de meetings par exemple importants, de speech, un président qui va pas speech, des élections, des guerres et des conflits, mauvaises conditions météorologiques. Malheureusement, s'il y a eu un neige qui ont perturbé l'économie, s'il y a eu un tsunami, s'il y a eu des tornades aux États-Unis, s'il y a eu un grand froid qui va affecter, bloquer le pays, de choses qu'on doit le calendrier économique, qu'il a quand même, avec ses relâches, ses sorties de news, il a un impact sur les devises qui est très rapide et plus à court terme. Et là, généralement, il va avoir donc cette vision globale et essayer d'analyser les marchés à long terme. Pourquoi long terme? Dans un point qui est très important des graphiques, c'est les périodes, ou ce qu'on appelle en anglais time frame. Comme je vous l'ai dit, chacune des chandelles représente, d'accord, une période. Si on est ici en H, une chandelle représente toute cette journée-là, comme on peut le voir, une heure est passée entre l'ouverture et la fermeture. On descend ici et on M30, une chandelle et 30 minutes. Ça veut dire que si on avait par exemple une chandelle d'une heure, elle serait divisée en deux chandelles de 30 minutes. M15, ça fait 4 chandelles de 15 minutes. C'est pour ça, si on peut voir ici depuis le début de la journée, on a quelques chandelles d'une heure, double de chandelles de M30, et encore le double de chandelles de M15, encore 3 fois plus de chandelles en M5. Donc là, au début de la journée, on a un zoom ici, on peut même dézoomer, et là on peut voir le nombre de chandelles de M5, où chacune des chandelles 5 minutes, et on peut aller jusqu'au M1, où chacune des chandelles représente 1 minute. À l'opposé, si on rezoome et on passe en H4, une chandelle représente, attention les périodes de notre journée, comme vous pouvez ici le 22, 23, 24, 25, représente, comme vous pouvez le voir, une semaine. Et on passe ici en journée, chacune des périodes représente un mois, si on peut le vérifier ici, voilà, on est le 1er, et ici encore on est le 31 1er, voilà, donc les périodes ici maintenant ça passe en un mois, et chacune des chandelles c'est une journée. W pour weekly, où chacune des chandelles représente une semaine, et en monthly, où chacune des chandelles représente un mois. Là, on a vraiment une grosse vision depuis de l'euro-dollar. Donc maintenant, l'analyse fondamentale, en fonction de son horizon d'analyse et d'investissement, va choisir des chandelles qui sont généralement du daily, de la journée et encore supérieure, pour pouvoir se faire une analyse et une prédiction long terme des marchés. Il semblerait que l'économie de l'euro se renforce, ou on va dire on est en 2023, donc elle s'affaiblit en 2023, il va vendre, voilà, depuis le début de l'année, on va être dans une tendance baissière. Par contre, l'analyse technique, et c'est là où on rentre, il y a également de l'analyse technique à long terme qui peut marcher, il y a aussi des analyses techniques, c'est pas simplement, mais en grande partie, et surtout pour notre stratégie, on va pas rentrer dans tous les domaines, l'analyse technique est généralement à court terme, sous le daily, donc on peut avoir une vision globale de ce qui se passe, mais on va pas ouvrir des positions et les garder pendant 4 mois. Donc on va aller en H1 et essayer de voir ce qui se passe
durant la semaine, en quelques jours, et en étant plus précis même en M15, en essayant de trouver des opportunités plus rapides. Et là, on va rentrer dans l'analyse technique et les différents types de traders d'analyse technique. On va retourner ici pour les écrire. Qu'est-ce qu'on a en rapidité? On a le scalping, d'accord? Qu'est-ce qu'un scalper? Scalping, d'accord? Scalping, c'est quelqu'un qui va couper comme ça, scalp comme le crâne, quoi, qui va juste raser, qui va couper et prendre une petite partie de marché. Le scalping, c'est l'ouverture, entre l'ouverture et la fermeture de position en quelques minutes, voire même quelques secondes. D'accord? Ça, c'est un trading rapide. Il y a encore un trading plus rapide, si je devais l'écrire encore plus haut. Il ne nous concerne pas, il demande vraiment de la technologie parce qu'il ne peut pas être fait manuellement, mais on va quand même l'écrire pour avoir une culture générale pour ceux qui ne le savent. Peut-être à la télé, il y a eu un moment où ils en parlaient beaucoup, c'était un peu un phénomène de mode. Moi aussi, j'ai beaucoup utilisé, à peu près en 2014-2015. C'était un trading qui n'était pas extrêmement compétitif, donc quand on avait la technologie, on était capable de se faire très plaisir. C'est le high frequency trading. High frequency trading, qui veut dire trading de haute fréquence. Veut dire ouverture et fermeture dans la seconde, même ça se compte en millisecondes, et également en fréquence, c'est-à-dire que l'ouverture et la fermeture de dizaines, de centaines de positions dans la seconde. Le scalping, c'est une ouverture rapide, mais comme généralement elle peut être un peu manuelle ou même automatisée, on peut ouvrir quelques positions dans la seconde, en quelques secondes, dans la minute, d'accord? Mais le high frequency, c'est vraiment extrêmement rapide et également incluant un très grand nombre de positions. Ensuite, on a le day trading, d'accord? Qu'est-ce que le day trading? Voilà. Le day trading, trading journalier. C'est un trading qui va utiliser généralement des tendances, des périodes, les time frames ici en dessous de journalier, bien sûr, pour pouvoir savoir ce qui s'est passé durant la journée. Généralement, c'est du H1, il y a également du M30, M15, et on peut être un peu précis avec du M5. Mais après, pour utiliser le M1, on est quand même plus dans du scalping. Donc, le day trader va utiliser des périodes ici dans l'heure et le M15, généralement, pour pouvoir analyser ce qui se passe dans la journée avec un objectif d'ouvrir et de fermer des positions en quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, mais essayer de, comme le dit le nom, day et pas night, de ne pas garder la position d'une journée à l'autre, de vraiment fermer la position dans la même journée. Quand on commence à aller à l'étape supérieure, à garder les positions pendant plusieurs journées, voire plusieurs semaines, ça s'appelle du swing trading. Je vais pas réécrire trading, c'est la même chose, swing trading. Là, le swing trading en analyse technique va utiliser des time frames, des périodes qui sont un peu plus grandes, plus dans le H4, dans le daily, même le weekly, et bien sûr ça peut aller jusqu'au monthly, sachant que vu qu'on a un horizon d'investissement qui est dans quelques semaines, on va pas une analyse plus grande que ce qu'on veut trader dans les mois, donc généralement on est plus dans du H4 également et voire du weekly. Donc un horizon, un objectif de trading qui est de plusieurs jours voire plusieurs semaines. Et on va terminer avec un dernier qui a un horizon encore plus large, qui s'appelle le carry, voilà, qui s'appelle le carry trading, C-A-R-R-Y. Le carry trading, qu'est-ce que le carry trading? C'est carry, porter, to carry. Donc c'est un trader qui va porter une position ou plusieurs positions, qui va le porter durant toute. Là, on est vraiment sur du ça on a compris, on va l'effacer, et là on est vraiment sur du long terme, on est vraiment sur du monthly pour garder une position. Généralement le carry trader va essayer de faire ses analyses en début d'année et laisser les positions pour pouvoir les fermer à la fin d'année. Donc on peut dire par exemple un carry trader va être ici en monthly, il va dire ok, on a eu une bonne 2021, bonne baisse en 2021, bah en 2022 je continue dans la tendance, va ouvrir durant les premiers mois et laisser courir. Généralement, le carry trading voudrait profiter d'une chose, c'est la différence des taux d'intérêt entre les devises qu'on appelle les swaps. Donc, il essaiera généralement d'ouvrir une position avec une différence de taux d'intérêt positive. Ça veut dire un swap positif. Ce qui veut dire que
plus longtemps il ouvrira la position sans faire de perte, si possible avec profit, plus longtemps il accumulera des différences de taux d'intérêt, ces swaps, et donc ils lui ajouteront du profit à chaque journée où il garde la position. Ce qui fait qu'un swing trader, par exemple, qui accumule positif, ferme sa position au même prix où il l'a ouvert, se retrouvera quand même avec un bon gain grâce à l'accumulation des taux d'intérêt, donc grâce à l'accumulation des swaps. On est déjà à plus d'une heure, on va faire une petite pause pour prendre un peu d'eau, se rafraîchir un petit peu, et je vous retrouve pour la suite de l'analyse technique. À très bientôt. Voilà, on est de retour sur notre partie d'analyse technique, on va avancer et maintenant on va rentrer sur, donc on a expliqué les différents types de traders, les plus long terme, tout ça, mais c'était simplement pour expliquer, nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout ce qui est day trading, scalping, c'est la base de la stratégie du martial trader. Donc on va rentrer un petit peu sur ce thème-là. À partir du moment où on a besoin de faire une analyse précise, au moment où je vous parle, là j'expliquais juste avant qu'il y avait le NFP, et le NFP est sorti, et comme vous pouvez le voir, là il y a du mouvement assez rapide, c'est descendu, comme vous pouvez voir avec la taille de ces chandelles. Maintenant il y a une chandelle bien plus grande, voilà, sur l'euro-dollar, parce que comme c'est une news du dollar, et que l'euro-dollar c'est la plus grande paire, c'est l'euro-dollar qui est en train de bouger. Mais on va rentrer dans les détails d'analyse technique plus tard. Donc maintenant, pour analyser ces graphiques de manière assez précise, parce que quand il y avait du fondamental, on regarde simplement un petit peu les mouvements, on fait une analyse macroéconomique. Plus on est dans des petites périodes, dans des petites time frames, plus on doit être précis. Et donc, pour faire cette analyse, les traders utilisent différents outils d'analyse technique, et on va commencer à rentrer dans des exemples. Premièrement, il y a les indicateurs. Quand on va ici dans indicateurs, il y a des indicateurs qui sont des indicateurs de tendance, et on va prendre quelques exemples, d'accord? Le premier indicateur de tendance le plus utilisé, c'est les moyennes mobiles ou moving average. Je fais exprès ici de garder, je vous ai dit pourquoi. Je vous invite à quand même connaître les mots en anglais, parce que le trading, d'une manière générale, c'est assez anglophone. Et si tu te limites au français, un jour où tu vas vouloir chercher des informations, tu vas aller simplement chercher peut-être dans des forums ou dans des vidéos françaises. Et pour ma part, ça te met d'informations disponibles en anglais. Il faut faire l'effort, même si tu dois mettre des sous-titres, de comprendre les mots les plus utilisés, comme scalping, on a dit, comme pip, comme spread, comme oscillators ou peu importe, pour pouvoir un petit peu avoir une ouverture d'esprit sur toutes les informations qui sont disponibles. Donc là, on a dit indicateur, ok, et on en était où? Voilà, l'indicateur le plus utilisé, moving average, moyenne mobile. On clique ici, ça va nous ouvrir une page, où ça va nous dire de mettre une ligne, on va la mettre en rouge, peu importe, on va la mettre un petit peu plus grosse. Et là, il y a une période. C'est quoi la période? C'est la période des chandelles précédentes. Donc si tu es en une heure par exemple, bah, ça va te mettre les 14 heures précédentes, ça va te faire une moyenne de ces prix et ça va te mettre un point. On va l'ouvrir pour te montrer. Là, donc comme tu peux le voir, quand les prix montent ici, eh bien à ce moment-là précis, d'accord? À ce moment-là précis, si tu prends la moyenne des prix précédentes, des fermetures précédentes, elles sont beaucoup plus hautes, d'accord? Elles sont beaucoup plus hautes que le prix actuel. Elles sont beaucoup plus basses, pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais m'expliquer. Par exemple, sur ce prix-là, à ce moment-là, les 14 chandelles précédentes, elles sont beaucoup plus basses. Donc la moyenne mobile, elle est en bas des prix. Si on regarde quand ça descend, si on regarde ce prix par exemple actuellement, avec les prix précédents étaient beaucoup plus hauts, c'est descendu fort. Donc la moyenne mobile, elle est au-dessus des prix. Ce qui te permet d'avoir une indication du prix moyen, d'accord, par rapport aux périodes précédentes. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle un croisement, un crossover. Et quand les prix croisent la moyenne mobile, bah, généralement, ça donne un signal. Par exemple, le vendeur, quand les prix croisent en bas, ça veut dire que les prix sont en train de bouger plus rapidement, pas à la baisse, que la moyenne des prix précédemment. Et donc, ça te donne un signal vendeur. Et quand ils croisent à la hausse, comme un bon croisement, par exemple ici, les prix croisent à la hausse, bah, ça te donne un signal acheteur. Quand tu vas dans une plus grosse période, bah, tu vois en daily également, c'est plus proche. Plus tu vas rentrer dans des grosses périodes, plus ça va être un peu collé au prix. Plus tu vas dans une période, là tu vois, ça bouge dans tous les sens, et il y a beaucoup de croisements qui se passent. Croisement, 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 alors qu'ici en une heure, il y a un ou deux croisements qui se passent par jour.
Donc voilà, le premier, c'est la moyenne mobile. Un deuxième type d'indicateur, ce sont tout ce qu'on appelle oscillateurs. Des oscillateurs, c'est également des indicateurs techniques qui sont également liés à la moyenne mobile d'une manière générale, comme par exemple le Relative Strength Index qui s'appelle RSI. Et si tu ajoutes les RSI, comme tu peux le voir, il a également une période de 14. Donc tu peux voir que c'est quand même lié également à une moyenne des 14 périodes précédentes. Et donc on va le rajouter ici, celui-là se rajoute en dessous des graphiques. Et comme tu peux le voir, d'une manière générale, il a une ligne qui est basée sur les 30, une ligne qui est basée sur les au niveau 70. Et quand les prix baissent, le RSI descend, le prix monte, le RSI monte. Et donc cette moyenne te donne ici des zones qui sont au-dessus de 70 et des zones qui sont en dessous de 30. Lorsque le RSI atteint des zones qui sont en dessous de 30, on appelle ça une zone de survente. Ça veut dire que déjà les prix sont assez bien descendus et que potentiellement ils doivent respirer un peu ou remonter. Et comme on peut le voir ici par exemple dans cette zone, les prix remontent un peu. Une fois qu'ils ont atteint encore un peu la zone, ils remontent un peu. Là, on va aller un petit peu auparavant. Quand ils étaient par exemple là, ils sont un peu au milieu, comme on peut le voir. Ok. Bon, voilà, une zone au-dessus de 70, les prix sont vraiment montés jusqu'à un point où c'est monté au-dessus de 70 et là on voit qu'ils recroisent. J'utilisais les indicateurs, incluant le RSI pendant très longtemps, juste au moment où j'ai switché, je n'utilise plus d'indicateurs, mais pour un bienfait de culture générale, de comprendre également ce que tu dois utiliser et de faire ton propre avis, je préfère quand même l'expliquer. Et si ça t'intéresse, tu rentres dans le détail, tu le testes, tu l'utilises pour que tu puisses toi-même décider et ne pas être forcé de non, utilise ça, utilise pas ça. Ça, je n'aimerais pas qu'on le fasse. Je préfère t'expliquer quelle est la stratégie, mais s'il y a quelque chose qui t'intéresse, c'est bien également de te faire ton propre avis. On va rentrer sur le deuxième indicateur et puis après, je vais te donner deux petits secrets de ces indicateurs sur comment je les utilisais parce que si c'est simplement pour te faire une présentation générale à la professeure, ce n'est pas l'objectif. Donc insertion, indicateur, et là on va rentrer également dans un oscillateur, et c'est l'oscillateur qui s'appelle le stochastic oscillator. Et la différente période, une période K, une période 2 et un slowing, c'est un ralentissement, d'accord? Et donc ces périodes K, D, ça te donne deux différentes périodes, une rapide et une lente. Donc là, la ligne lente en pointillé ici, et la ligne rapide qui va monter plus vite et redescendre plus vite. Donc autant le RSI quand il était au-dessus des zones de 70 et qui croise le 70 vers le bas, on appelle ça un signal de vente, et à l'opposé quand il est sous les 30, vraiment sous les 30 et qui remonte, on appelle ça un signal d'achat. Autant le stochastique c'est simple, c'est comme le moving average. Quand le stochastique rapide bleu ici croise en dessous, c'est un signal de vente, et quand il croise du bas vers le haut, c'est un signal d'achat, sachant qu'il faut que les deux lignes soient le plus haut possible, potentiellement au-dessus des 80 pour qu'on ait un bon signal. Maintenant, je vais te montrer une limitation de ces indicateurs et pourquoi je ne les utilise plus, mais c'est pas pour autant qu'il y a aucune personne qui ne les utilise et qui n'arrive pas à être rentable. Mais moi, personnellement, après de nombreux essais, j'en suis arrivé à cette conclusion-là, c'est que lorsque les marchés ils oscillent bien, surtout dans des petites périodes. Quand les marchés oscillent bien, tu vas avoir les indicateurs qui vont bouger au bas, au bas, au bas, qui ne vont pas atteindre vraiment ces zones. Donc déjà, c'est un petit peu difficile de comprendre. Deuxièmement, le stochastique, lui, va se croiser plein de fois, alors que les marchés ne bougent même pas beaucoup. Je vais retourner un petit peu ici. Comme tu peux le voir ici, c'est super plat, et il y a eu quand même des croisements dans tous les sens. Donc, c'est un petit peu difficile d'analyser. Peut-être dans les plus grosses périodes, on peut voir qu'il y a un peu moins de croisements qui correspondent, mais là, on peut voir même en weekly qu'on a une très forte tendance baissière et on a un stochastique qui remonte quand même à fond, qui peut nous donner l'impression qu'il y a un rebond ici alors que les prix continuent. Mais quand on redescend H1, on va voir un exemple très précis. Ici, on a une remontée sous les 30 alors que les prix montent un petit peu, mais recraquent en plus bas, ce qui est un peu dommage. Et là, on va rentrer un petit peu dans le secret de comment, parce que la grande majorité diront toujours RSI à période 14, stochastique. Je pense que je vais bouger un petit peu la caméra ici. Le stochastique 533 et le RSI, il suffit de faire une chose. On clique ici, propriété. On va pas changer la période parce qu'une période 14,
c'est quand même une bonne période. Là n'est pas le problème. Mais on va faire un petit truc ici. On va changer les niveaux à 40. On va changer le niveau à 60. Voilà un RSI en mode Martial Trader. Et regarde la différence. Maintenant, qu'est-ce que ça nous indique? Avant, on disait que ça devait atteindre sous les 30. Maintenant, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les croisements dans le milieu. C'est comme quand un marché il est très très haut et très étendu, que ça passe de 70 à 75 ou 80, il peut y avoir une explosion des prix, alors que quand il fait un croisement vers le milieu au-dessus des 50, c'est là où le renversement se passe et la confirmation se passe. Et là, au lieu d'essayer de se focaliser, on peut voir que les marchés ici ne sont pas intéressants, parce qu'ils ne sont pas restés bloqués. On va retourner un petit peu auparavant, ils ne sont pas intéressants, alors que le stochastique se croise 50 fois, on sait que c'est pas intéressant. Par contre, voilà, par exemple ici, ils sont vraiment descendus, d'accord, on était dans une forte tendance baissière, on ne considère rien. Là où il serait passé sous les 30, parce que regardez, il est à combien là? Il est à 27, et là il est à 33. On aurait pu dire 33, non, il redescend, mais à partir du moment où il passe au-dessus des 40, là on a une bonne confirmation, et il passe des 40 aux 60, et on a une bonne information. Là maintenant qu'il est dans ces zones-là, et qu'il flirte, on ne rentre pas, on ne rentre pas, on ne rentre pas, parce qu'il n'est pas resté bloqué. À partir du moment où on va avoir moins de signaux, mais des signaux de qualité. Et parfois l'overtrading, c'est ça également. Pour éviter l'overtrading, il faut savoir rejeter des signaux pour trouver les meilleurs. Le stochastique, attention, j'ai vraiment beaucoup utilisé sur ce stochastique avec ces périodes-là. 45, 25, et là regardez le stochastique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une ligne lente qui est beaucoup plus lente. Mais quand les marchés, on va dézoomer un petit peu, quand les marchés ne sont pas intéressants, on voit que la ligne, elle n'a pas tapé sous les 20. D'accord? Mais vraiment, quand elle va taper sous les 20 et qu'elle va recroiser vers le haut, par exemple ici, quand on a un bon croisement qui est fait et que ça recommence, il faut quand même un petit peu réduire parce que sinon, on voit pas bien les graphiques. Voilà. Ici, par exemple, quand c'est bien monté et que le croisement se passe là, même si le RSI, il n'est pas passé des 60 aux 40, on a déjà cette ouverture et c'est cette ouverture-là qu'on essaye de prendre. Et dans les marchés, cette ouverture-là, elle correspond à la plus grosse cassure. Là, les marchés font du noise, descendent, montent. Si on vendait, ça remonte encore. On n'est pas sûr, ils sont très faibles. Alors que le stochastique normal en 5-3-3 ferait des montées-descentes, là, il nous montre que non, on est toujours en baisse, toujours en baisse, toujours en baisse. Et à partir du moment où ça commence à jouer un peu, d'accord, et qu'on a une petite ouverture, ça redescend, on nous dit que c'est pas encore. Il faut avoir la confirmation que la ligne, ça nous montre toute la tendance qu'on peut prendre sur toute cette durée en plus long terme. Et à partir du moment, encore une fois, on a moins de signaux, d'accord? Si par exemple ici, on avait un signal qui remonte, qui craque comme ça vers le haut et qui remonte, au lieu de prendre, regardez, je vais vous montrer un truc pour comprendre la différence. Je vais le mettre en normal, stochastique. 5, 3, 3, ok. Voilà, comme vous pouvez le voir là, on est en tendance haussière. Là, on se prend toute la tendance haussière et celui-là nous montre juste la phase d'explosion qui permet de comprendre que là, il y a du gros mouvement et de continuer, d'accord? Alors qu'ici, il se croise dans tous les sens et ça montre un petit peu, voilà, une indication qui est un peu bizarre. On nous montre des croisements, le marché continue de monter. Alors, formation, qui nous reste encore de la fois le top et puis ensuite, ça réouvre comme ça vers le bas. Donc voilà, j'ai quand même voulu vous montrer comment certains des indicateurs peuvent être customisés. Il y a une autre chose à faire également. Je vais donner de la place, je vais l'effacer. Et celui-là, je vais l'effacer. Et une autre manière de le faire. Bref, en fait, la seule chose à faire, c'est que quand on ouvre les indicateurs, on est capable également de les faire glisser dans une seule fenêtre pour que les deux apparaissent dans la même fenêtre. Mais bon, de toute façon, c'est pas quelque chose d'intéressant, vu que de toute manière, on n'a pas envie de les utiliser. Maintenant, pourquoi je n'utilise pas les indicateurs? Parce que regardez ce qui vient de se passer. Quand je fais une analyse, là, les prix, je suis pas sûr si ça le donne, et la moyenne mobile, elle est passée au-dessus, donc potentiellement, là, il y a un croisement. Une chose que je m'étais rendu compte, en fait, c'est que je commençais à regarder les indicateurs, les moyennes mobiles, et plus encore, et je ne prenais même plus le temps de regarder les prix. Il fallait que j'ai une confirmation des indicateurs et des moyennes mobiles et de tous les indicateurs pour comprendre que les marchés montaient. Alors qu'on le voit visuellement, on le voit grâce aux chandelles, on le voit grâce au breakout. C'est pour ça qu'on va rentrer dans la partie price action de cette analyse, et là vous allez comprendre un petit peu la différence. Qu'est-ce que la partie price action, qui s'appelle également
chartisme ou naked charting. Naked chart qui s'appelle des graphiques nus, ou le chartisme, ou l'action du prix, le price action. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est utiliser les graphiques en chandelier japonais sans aucun indicateur, mais en se faisant ses propres indications par les mouvements des prix. Et là, on rentre dans une toute nouvelle catégorie où on va expliquer. Première analyse, l'analyse de la tendance. J'ai expliqué qu'ici les prix sont totalement en baisse de la gauche vers la droite. Bien sûr que non. On voit très bien que les prix ici sont en baisse. Maintenant, comment dessiner une tendance de manière officielle? Une tendance normalement baissière se dessine par le haut, une tendance haussière se dessine par les points bas. Mais on peut également les mettre sur les points bas, c'est pas quelque chose qui est interdit. Je vous dis quelle est la norme, d'accord? Alors si on devait faire une tendance comme ça, on la dessine ici. Le plus de points elle rejoint, le meilleure la tendance est confirmée, d'accord? Il faut au moins 2 points pour que la tendance soit confirmée, parce que si on a une tendance avec un seul point, c'est pas vraiment une tendance, mais là on peut voir qu'elle touche un point. Attention, c'est une zone, ça peut pas être au millimètre, parce que sinon, on pourrait jamais dessiner de tendance. 1, 2, là on va le considérer 3 et même 4 points. Et là on peut voir qu'ils sont en dessous de la tendance. Normalement pour une tendance baissière, on le dessine en haut, mais on peut dessiner ce qu'on appelle un canal, et essayer de les dessiner également en bas. On va essayer de faire quelque chose comme ça, on va le mettre un petit peu plus bas, et ici voilà. Maintenant, c'est ce qu'on appelle un channel, où quand on arrive à dessiner des points qui se rejoignent en haut, dans une période donnée, et en bas, on en a quand même 3, ici c'est pas rien, c'est une bonne tendance, et une bonne tendance. Et en fait, quand on peut les dessiner et que les deux lignes sont parallèles, on a ce qu'on appelle de tendance, une tendance qu'on peut avoir, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les prix, d'une manière générale, ils descendent, ils touchent certaines zones de prix, ils redescendent, et quand ils touchent des zones en bas, ils remontent. Ça nous donne une indication, même si on veut prendre une vente et qu'on se rapproche de ces zones-là, ici, on peut avoir une confirmation que potentiellement ça va se rapprocher des plus bas. Quand on atteint un des plus bas et qu'on aimerait vendre, on se dit peut-être on est en bas du canal, on voudrait attendre un rebondissement pour vendre un peu plus haut dans le canal. Donc dessiner des canaux nous permettre des zones de support et de résistance. Et on entre dans la deuxième partie de cette analyse du price action, qui est l'analyse des supports et des résistances. Qu'est-ce qu'un support? Un support, c'est une zone où les ponts tirent vers le bas. Ici, un support. D'accord? Allez, je vais me faire plaisir, je vais te les dessiner ici. Ok, voilà. On va mettre les supports, allez, en vert. Une zone de support ici. Là, les prix rebondissent un peu. Là, les prix rebondissent un peu. Donc ça, c'est un support, un bottom. Quand les prix rebondissent, et comme on peut le voir, on va le faire ici en ligne. On va les faire rejoindre. On peut voir ici d'une manière générale, cette zone-là, cette été touchée une fois, 2 fois. Et ben quand elle a été touchée 2 fois, on appelle ça un double bottom ou 3 fois un triple bottom. Plus un support est touché, on l'appelle également testé, plus un support est testé, plus ça nous montre que c'est une zone qui est très forte, et lorsqu'elle va être cassée avec virulence, parce que là les marchés sont en train de lutter et ils ne veulent pas que les prix descendent plus bas que ce prix-là. Donc comme on peut le voir, tester une fois, rebondit. Tester 2 fois, rebondit direct. Tester 3 fois, là ils ont dit ok, ça passe pas, on va le faire exploser. Mais par contre, quand il a été testé la 4e fois, il est passé avec une très grosse chandelle, plus grande que la moyenne précédente, Marubozu, et, comme on peut le voir par la suite, une confirmation est que ce support-là, qui a été cassé, devient résistance. Les prix rebondissent et continuent plus bas, et puis par la suite ne retouchent plus. D'accord? Tout ça, c'est dans une tendance baissière. C'est l'analyse des supports qui continuent d'être cassés. Maintenant, on va changer la couleur et on va mettre les résistances. Les résistances, c'est les rebonds qui se produisent en haut. Donc là, on a un rebond, on a un rebond, on a un rebond ici, par exemple, et on a un rebond. Voyons voir dans une tendance haussière. Tout effacer ça, et on va aller se trouver une tendance haussière. Voilà, tout là, ça descendait. On va rester sur l'euro-dollar. On va essayer de trouver un petit peu une tendance haussière. Celle-là, elle est un petit peu petite. Là, voilà, on voit l'exemple avec des jolies petites vagues. Et là, on va nous mettre résistance. D'accord? Autant on avait un double ou triple bottom, autant une résistance qui est touchée 2-3 fois va devenir double ou triple top. Donc on a une résistance ici, on a une résistance ici, on a une résistance ici. Et là maintenant, et on a bien sûr les supports ici en bas. Et on peut voir que ces résistances, à chaque fois, elles sont cassées.
Ici, elle est cassée, cassée, cassée. Et une fois que la résistance a été cassée une fois, on voit qu'il y a plusieurs chandelles d'affilée en 1 heure qui continuent. Cassée une fois, là, ça a été un petit peu juste, cette fois-ci. Et à ce moment-là, quand ils voient que les prix continuent toujours à la hausse et continuent de casser les résistances précédentes, à partir de la 2e, 3e, 4e cassure, qu'est-ce qui se passe juste après cette zone-là? On peut bien comprendre que c'est une zone ici, juste un peu plus haut. Confirmation, les acheteurs ils disent bon, ça suffit maintenant. Grosse chandelle et grosse cassure. Voilà pourquoi il est important, on va effacer ça. Voilà pourquoi il est important d'identifier les zones de support, de résistance horizontale, mais également les zones de support et de résistance en diagonale grâce aux tendances. Parce qu'ils te permettent également de connaître des zones de support où les prix viennent tester. Donc là, on a dit dans une tendance haussière, la tendance généralement se dessine en dessous. Dans une tendance baissière, elle se dessine sur les résistances. Mais si je veux dessiner juste un petit canal haussier pour essayer de voir si ce canal est un petit peu valide, on peut voir qu'on a un très joli canal ici parce que les lignes sont assez parallèles et on peut voir que ça touche ici 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois jusqu'au moment de la cassure. Et ici on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc très beau canal haussier avec des supports et des résistances horizontaux et des supports et des résistances des lignes de tendance du canal en diagonale. Pour les résistances, on n'a pas chandelle également, on a vu les cassures, ces breakouts des résistances précédentes ou des supports précédents. On va essayer d'avancer un petit peu maintenant sur l'analyse technique. On a parlé des indicateurs et comme je vous l'ai dit, aussi bien comment on appelle ça, RSI qu'un stochastique, il aurait pu faire des rebonds dans tous les sens si on les a ajoutés. On a vu qu'ils se croisaient dans tous les sens, alors qu'ici on a une confirmation que je veux pas aller à l'opposé parce que la tendance, elle est confirmée à chaque fois. Donc, je préfère continuer dans le bon sens. Parce que qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans un exemple très concret et on va se mettre un point ici, un vendeur, d'accord? Un vendeur. On va mettre un vendeur en rose qui est contre-tendance et on va mettre l'acheteur en jaune, par exemple, d'accord? Imaginons le vendeur, il est en contre-tendance. Il se dit oui, là les prix baissaient et là je vois que c'est juste un petit truc. Bon, il y a une confirmation. Là les marchés cassent. Et ils vendent au meilleur prix. Ils vendent ici. D'accord? Les marchés descendent et il n'a pas pris assez. On va faire une ligne ici comme ça. S'il arrive à fermer sa position, ici il est en profit. En profit, break-even. Il est en perte, en profit rapide. Petit profit rapide, perte, catastrophe. À partir de ce point-là, d'accord, c'est la catastrophe. Ça, attention, je fais dans le visuel. Bon, là, ça a l'air d'un peu bizarre, mais en vérité, je vais t'expliquer ce que je fais. C'est des yeux qui pleurent. Voilà, je vais faire une bouche. Voilà. Il a même perdu ses dents. Pourquoi? Parce qu'il était vendeur, même à un meilleur point. Je l'ai fait vendeur haut, je l'ai pas fait vendeur bas. Voilà, ça va trop loin. Fais une bonne ligne quand même. S'il était vendeur là, il passe en perte, ça récupère jamais. Déjà là, il a encore plus. Il va pleurer encore plus. D'accord? Donc, c'est pour ça que je n'aime pas être en contre-tendance de trouver, oui, à ce moment-là, si, et le pape à lunettes, tu vas récupérer. Mais la vérité, non. La vérité, c'est que dans une machine, on ne va pas rentrer dans le point absolument parfait. Moi, je parle d'expérience. C'est que un jour, tu vas rentrer, tu vas te faire plaisir en contre-tendance. Un autre jour, tu vas rentrer, tu vas être un peu en profit, tu vas être bloqué pendant 3 jours. Soit tu fermes, tu respectes ton money management et t'attends de trouver le point parfait, ou soit tu souffres. Moi, personnellement, j'ai souffert. Maintenant, on va rentrer à l'opposé, couleur jaune. D'accord? Un bon acheteur achèterait le plus bas. Moi, je te dis, il achète le pire en haut du canal. Au moment où il achète, les prix rebondissent. Et là, on va faire notre ligne. Quelle est la différence? Lui, il avait tort. À partir de ce moment-là, il était tout en rose. D'accord? Bon, pendant 1, 2, 3, 4 journées avant qu'il récupère. Celui-là, maintenant, à partir du moment où il a ouvert ici, il est en perte. Il est plus bas et il est en perte. On a une petite zone ici de perte. Il repasse un peu en profit. Et là, tu en profites. Donc, c'est l'opposé comme tu peux le voir. Tu te stresses pas, c'est des demi-journées. Si tu étais en day trading, on pourrait faire le même jeu en M15. Là, on est un peu plus dans du long terme. Le reste de la tendance, tu es toujours en objectif est là, bah, tu l'as touché. Si tu l'as pas fermé, bah, tu le retouches ici. Si ton objectif est plus haut, tu l'as touché. Voilà pourquoi the trend is your friend. Tu dois toujours respecter la tendance et essayer de la suivre au maximum jusqu'à ce qu'elle te prouve le contraire.
Donc, on a expliqué maintenant ce qu'était la tendance, ce qu'étaient les supports et les résistances, les chandeliers également que je t'invite à voir. Et identifier la tendance, on l'a vu, avec donc toujours des plus hauts, des supports qui sont toujours plus hauts, des résistances qui sont toujours plus hautes. Et comment identifier des fins de tendance? Bah, c'est simplement quand tous ces indicateurs ne se suivent plus, c'est-à-dire que des supports commencent à être plus bas dans une tendance haussière, des résistances commencent à être plus bas. Il y a des figures chartistes qu'il est important également de connaître. Là, par exemple, on a ce qu'on appelle un petit peu un head and shoulder, épaule, tête, épaule. Qu'est-ce que c'est? C'est une figure chartiste de épaule, tête, épaule. Avec la base, tu traces normalement une ligne comme ça. Et en fait, si tu dois mesurer, on va le faire correctement ici avec cette zone-là. Je vais te tracer une ligne. La ligne, elle doit lier les bottoms, les bas des épaules ici, d'accord? Elle relie et après tu mets une ligne ici qui mesure la taille entre la tête et cette ligne-là. Tu double-cliques, tu la fais bouger au moment de la cassure et elle te montre un objectif de prix. Parce que généralement, cette mesure-là, quand elle est cassée, elle se réplique. Et comme tu peux le voir, on va tracer une ligne. À partir de ce moment-là, elle a été carrément touchée ici et même bien plus craquée. Donc déjà, tu as une figure chartiste. Tu as ici des supports et des résistances qui sont en train de devenir plus bas. D'accord? Tu as une résistance plus bas, tu as un support ici qui est en train d'être plus bas. Donc déjà, tu as des indications de fin de tendance. Essayer de dire non, les prix vont remonter. Après, c'est ce qui fait la force de l'analyse technique du price action, l'analyse chartiste, plutôt que de regarder les indicateurs qui vont te dire les prix sont baissés. J'ai un stochastique. Regarde, on va faire cet exemple. Je vais faire oscillators. Et on va mettre un petit stochastique, petit RSI tranquille. Le stochastique, franchement, c'est le pire à ce moment-là. Relatif. Ah, j'ai mis le vecteur. Voilà. En plus, pas grave. En tout cas, comme on peut le voir ici, tu sais, je vais quand même remettre les lignes de 70 parce que c'était les lignes standards que les analystes aiment utiliser, que je déteste. Et là, qu'est-ce que tu as? Ici, t'es en tendance haussière, baissant, j'y comprends rien du tout, il a même pas d'indice, alors que ça fait 3 jours qu'il y a du profit à prendre. Une épaule, tête, épaule, ça commence à complètement craquer, t'as un renversement de tendance. Et là, qu'est-ce qu'il te montre? Le stochastique, il te montre, le RSI à ce moment-là, il te montre une cassure. Magnifique, j'aurais pu prendre à ce moment-là. Ici, ça descend un peu, le stochastique remonte. Le stochastique remonte alors que les prix continuent de plus bas. Donc là, on n'est pas bon. Et le RSI, magnifique, il était là, mais quand il était là, il avait également tapé. Par contre, les prix sont remontés. Quand il était là, il avait également tapé. Par contre, les prix sont montés. Donc, combien de fois il doit taper et tu dois te prendre des gros revers avant que tu aies raison qu'il tape et qu'il croise. Et c'est vraiment ce manque, on va dire, de suivi. Et je devais toujours trouver une raison. Oui, mais là, ça avait rebondi vite fait. Mais là, il y a une divergence. En vérité, dans le price action, j'aime ne pas trouver des excuses et j'aime continuer de regarder les prix qui, eux, m'indiquent clairement ce qui est en train de se passer. On a montré un petit peu les indicateurs, on a montré les graphiques. Allez, on va avancer maintenant sur 2 concepts et j'en terminerai là parce qu'après, une très bonne base. Toute la partie gestion du risque et toute la partie money management, je ne peux pas l'inclure dans cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire juste pour le plaisir de parler de 50 sujets. J'ai pas envie d'en parler pendant 5-10 minutes ou même 15 minutes parce que c'est vraiment tout un sujet à part entière que je présenterai dans une autre formation ou dans des vidéos séparées. Il y a toute la partie vraiment comprendre le drawdown, comprendre le compounding, le risk management, toute notre gestion de notre capital qui est important. Avant de rentrer dans ces 2 sujets, un peu la vidéo, avant de rentrer dans ces 2 sujets d'analyse qui sont super importants à mes yeux, et j'ai laissé le meilleur pour la fin, gestion du risque principe. Quand tu trades en démo, tu es capable de tout tester. Tu ouvres des volumes trop petits, comme ça tu prends pas de risque. Tu ouvres des volumes bons pour comprendre à peu près combien tu gagnes, combien tu perds. Tu ouvres des gros volumes, tu te grilles en démo et tu dis regarde, j'ai ouvert un lot, je l'ai regretté. Non, je suis plus conservateur, je vais essayer 0,5. C'est toujours plus gros. J'ouvre 0,1. Là, ça correspond à mon trading. Donc la gestion du risque, aussi bien l'analyse, on analyse, gestion du risque, ça ne blague pas. Faut pas faire n'importe quoi et c'est pas parce qu'il y a quelque chose de théorique qu'on peut le mettre directement en pratique en réel. Je t'invite donc, pour l'analyse technique,
de passer en démo ton capital. Par exemple, imaginons que tu as envie d'ouvrir un compte à 1000 $, un compte 1000 $ en démo, tu ouvres des positions, ça se passe mal, tu le grilles, tu réouvres un démo, ça se passe bien, tu continues, t'en réouvres d'autres et tu testes tes volumes. Imaginons que tu aimes ouvrir des volumes de 0,1, mais après tu fais un peu de basket trading et t'en ouvres 5 paires. Tu n'es plus à 0,1, tu es à 0,5. Tu vois que tu commences à être assez agressif sur ta marge. Donc, c'était juste le point que j'ai envie de faire. Pour tout ce qui est money management, mettre tes stop loss, à quelle distance, le mieux, avant tout, plutôt que de faire 50 000 scénarios comme ça théoriques, c'est d'entrer dans de la pratique sur un compte démo, de prendre des notes sur ton journal, calculer tout, et puis, de toute façon, je vous montrerai des exemples dans une vidéo à part. Premier point très important, je vous avais dit qu'il y avait des périodes, d'accord? Et je vous ai dit dans le day trading, maintenant on est sur le price action, on a envie de savoir ce qui se passe durant la journée. On va voir un petit peu, on va retourner jusqu'à maintenant, voilà, on avait du NFP qui est descendu, qui est en train de remonter maintenant. Donc on est là, on est bon. On est en H1 et on a une vision un petit peu de ce qui se passe là. Plus précis de savoir ce qui s'est passé ici, on peut aller en M15. Et là on vient un petit peu, on voit un petit peu ce qui se passe. C'est vendredi, c'est plus calme et la journée est pas finie. On a une baisse puis une montée avec des grosses chandelles. On est en M15, là on voit que c'est des petites vagues avec une profondissement, une grosse cassure, alors qu'en H1 c'était que 2 chandelles. On n'a pas très bien vu les vagues. Donc on a une analyse beaucoup plus précise déjà de ce qui s'est passé hier. On a vraiment envie de pousser, de rentrer un peu en M5, c'était la journée précédente. Et comme on peut le voir, là on est beaucoup plus précis sur la montée. C'est pas juste une cassure, mais on voit toutes les petites vaguelettes et on peut avoir une analyse bien plus précise en M5. Donc pour le day trading, les périodes que moi je considérerais les meilleures, c'est d'utiliser le H1 pour avoir la vue globale et les journées précédentes, puis le M15 quand on a vraiment envie d'être précis, et enfin juste pour avoir une idée de la tendance globale, une petite vision en daily. Par exemple, on sait maintenant qu'en daily on est dans une grosse tendance baissière. Potentiellement, si on avait des opportunités à la baisse, ça serait plus intéressant. On rentre en H1, on voit que c'est un peu mix, il n'y en a pas vraiment de tendance ici. On voit en M15 qu'on est plat par exemple. Donc on sait que la seule tendance qui est du daily. Et ce concept-là, c'est ce qu'on appelle l'analyse multi-time frame ou l'analyse multi-période et en anglais totalement le multi-time frame analysis. Et ça c'est super important. C'est que les analyses que tu fais, si elles sont confirmées sur 2 ou 3 périodes, ben c'est un renvers de cette analyse qui est confirmée. D'accord? Donc, si forte zone de support en H1, elle a été touchée D1 en daily, qui est une plus grosse période, ou elle a été touchée bien plus précisément en M15, M15 et H1, elles sont assez proches. Par contre, daily, c'est vraiment une grosse time frame parce que c'est 24 de H1, alors que le H1, c'est simplement 4 M15. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui conflue vraiment entre le H1 et le daily, le D1, bah, c'est une très très forte confirmation que tu peux utiliser à ton avantage. Donc, si jamais tu as une tendance qui est la même en D1 et en H1, toutes les deux baissières, eh ben, tu vas essayer de trouver un bon point d'entrée en M15 en tendance baissière, et comme ça tu auras une confirmation du multi-time frame analysis sur les tendances, sur les supports et résistances d'une manière générale. Ça c'est le premier point, le multi-time frame analysis. Et le deuxième point, c'est le moment de dire au revoir à notre euro-dollar. Au revoir euro-dollar, tu nous as été très utile. C'est l'analyse, et c'est là où on rentre dans la partie vision, c'est super important, c'est que une paire de devises ne se trade pas seule. C'est comme le Rubik's Cube. Imagine-toi, tu as le Rubik's Cube, tu vois, et tu dois résoudre un côté seulement. Bah, tu résous un côté, et à chaque fois que tu essaies de le résoudre, bah, les côtés arrière, avant, en dessous, donc les autres côtés du cube se mélangent encore plus. Le seul moyen de vraiment résoudre le Rubik's Cube, c'est de comprendre le mécanisme de corrélation entre toutes les faces. Bah là, c'est la même chose. Imagine-toi ici que j'ai un euro, je clique sur l'euro, j'ai tous les graphiques des paires majeures de l'euro, qui est l'euro CAD, l'euro yen, l'euro New Zealand, l'euro dollar, l'euro sterling, l'euro franc suisse et l'euro australien dollar. Et là, qu'est-ce que je vois? Je fais une analyse qui compare l'euro contre un basket, contre un panier d'autres devises principales. Et si j'ai une tendance baissière sur l'euro CAD, si j'ai une tendance haussière sur l'euro suisse, une tendance mixte sur l'euro yen, une tendance baissière sur l'euro sterling, une tendance mixte sur
tout est mélangé et je n'ai pas une bonne analyse. Par contre, on va essayer de retourner un petit peu sur notre. Ça veut dire que l'euro, et comme vous pouvez le voir ici, il a un chiffre à 0,5 qui n'est pas super intéressant, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici, 7, la devise est extrêmement forte, moins 7, la devise est extrêmement faible. À moins 0,5, on est au milieu. On va trouver une autre devise, le CAD, qui est maintenant, qui est là, moins 3,5, qui est l'un des plus faibles. On va voir le CAD. Et là, si on a un CAD, on va le laisser se rafraîchir, à 3,5. On a un CAD dans une tendance haussière fort contre le franc suisse. Là, attention, sur l'AUD CAD, il est mix, fort contre le franc suisse. 1, assez fort contre le yen, mais pas assez pour avoir une tendance confirmée, mais quand même, il est pas mal. Mix, le GBP CAD, mais il descend, ça fait quand même un CAD fort. Là, c'est, attention, le CAD ici est à la cotation. EuroCAD, le canadien est fort, parce que là, on a un EuroCAD qui descend. NZD CAD qui descend, un CAD fort. Dollar CAD qui descend, un CAD fort. On sait que le CAD, le dollar canadien, est fort contre le dollar, fort contre le New Zealand, contre l'euro, un peu fort contre le sterling, mais pas vraiment de tendance. Un peu fort contre le yen, mais pas une grosse tendance. Fort contre le suisse, et l'AUD CAD, non. L'AUD CAD, pas du tout. Il est pas bon. En tout cas, vous avez compris le principe. Le fait d'analyser une devise contre les autres devises principales te permet d'avoir une vision de la force ou de la faiblesse, pas seulement d'une paire, mais d'une devise. Et ça, c'est grâce à la corrélation multipaire. Et c'est pour ça que c'est très important. Et par exemple, le CAD était censé être fort, ce qui veut dire que l'AUD CAD aurait dû descendre, mais il était fort contre d'autres paires. Par exemple, comme vous pouvez le voir, AUD CAD, NZD CAD descend, USD CAD descend. Mais AUD CAD monte. Ça veut dire que l'AUD est encore plus fort que le CAD, et le CAD est à 3,5 et l'AUD est à 2, et on va voir pourquoi. On va voir 7. Vous allez commencer à mettre les pièces du puzzle ou du Rubik's Cube l'une en face de l'autre. L'AUD, l'Australian Dollar, est plus fort que le CAD, on va le retrouver ici. Comme vous pouvez le voir, l'AUD est en train de monter, mais l'Australian est plus haut que le franc, plus fort que le yen, plus fort que le dollar, plus fort que le New Zealand, plus fort que l'euro. Attention, parce que là, c'est de l'euro AUD, pas de l'AUD euro. Donc, quand l'AUD est fort, le dollar australien, ça veut dire que ça doit descendre. Et également ça. Pourquoi? C'est là l'importance du vision. Pourquoi est-ce que le chiffre est simplement de 2 et pas de 5 ou de 6? Parce que si c'était simplement un indicateur de force, ben, quand les choses montent, on met des gros chiffres, quand ça baisse, on descend. Attention, comme vous pouvez le voir, l'AUD, il est quand même fort ici. Mais est-ce qu'il a une tendance? Il passe d'une tendance haussière à un renversement. On n'a pas encore de confirmation de tendance. C'est la première journée où il a une très bonne tendance baissière. Avant, il était plus sur une tendance haussière. Et c'est là où les gens font de l'erreur quand ils font du day trading. C'est que dès que tu as un renversement de tendance, bon, il est à la baisse, on va vendre. Mais peut-être que c'est un gros retracement bizarre qui fait que le marché va être sideways et va continuer dans sa tendance principale. C'est pour ça qu'il faut être patient et attendre une bonne confirmation, confirmer avec le multi-time frame analysis, mais surtout confirmer avec la corrélation multipaire. Ça paraît comme une très grosse cassure à la baisse, ça paraît très beau, mais ça fait que très fort, mais ça fait que 2 jours que c'est comme ça. Pour avoir une bonne tendance, là on va la voir, d'accord? Grosse cassure. On a une confirmation un peu plus hausse, 2, 3, et là on commence à la dessiner. 4, 5, 6, 7, 8, ça fait le 8e jour. Là on a une bonne confirmation de tendance. Mais c'est pas au premier renversement qu'on saute. Et c'est ce trading émotionnel là qu'on évite grâce à l'utilisation du vision en corrélation multipaire. Donc c'était les deux principes, l'analyse multi-time frame et la corrélation multipaire. Il est temps de conclure, les amis, et je vais conclure par un petit récapitulatif. Allez, on va faire agrandir la vidéo ici. J'espère que d'abord cette formation vous a plu. Si elle vous a plu, je veux un max de commentaires. Je veux que tous ceux qui aient pris le temps de voir la vidéo, like, des partages, des abonnements à la chaîne, un max de soutien, parce que si je prends mon temps, c'est pas parce que ça me fait plaisir de jouer les instituteurs, c'est parce que j'éprouve vraiment un plaisir à rendre puis apprendre de certaines personnes. C'est une manière de donner ma gratitude. Donc si je vois des commentaires positifs, des gens qui en demandent plus, des gens qui mettent des likes, ça m'encourage pour continuer encore plus fort et vous transmettre encore plus et m'assurer que ce savoir il est assimilé et exécuté de manière correcte
pour donner encore plus de martial trader et créer cette communauté de warriors, d'alpha traders. Je voudrais vous dire que tout ça maintenant, ça paraît assez organisé, assez simple, mais le chemin du succès va être long et périlleux. Et j'ai découvert une force mentale quand je suis retombé en mode martial trader. Pourquoi? Parce que au moment où il y a eu des galères, au moment où il y a eu des difficultés, au moment où il y a eu des échecs, je me suis senti faible. Je me suis senti faible physiquement. Je me suis senti faible mentalement. Et je pense qu'un manque de discipline physique est également lié à un manque de discipline mentale, parce qu'on a un même corps, un même cerveau, tout est lié ensemble. Et c'est au moment où j'ai repris conscience que ma force physique et ma force mentale sont liées et que tout tombe sous un panier, on va dire, de discipline, c'est là où vraiment les choses ont commencé à faire la différence. Pourquoi? Il y a de nombreux traders qui sont des geeks, j'en étais un, d'accord? Qui sont des geeks. C'est quoi un geek? Un nerd. Tu vois, c'est le gars qui est sur son ordi, j'ai trouvé ce nouvel indicateur et ce nouveau robot, et tu te laisses aller, tu ne prends pas soin de ta santé, tu fais pas de sport, tu manges n'importe quoi, tu dors mal, et tout ça, tu t'en rends même pas compte, et ça empire. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir des traders? Simplement pour montrer qu'on fait des pourcentages? Non, c'est pour également réussir à accumuler du profit et profiter de la vie. Mais si tu te laisses aller, et physiquement, et de ta santé, elle passe à gauche, à quoi ça sert tout ce profit? Si t'es avachi sur ton canapé, t'es complètement obèse ou tu as pas pris de ta santé, t'as des petites maladies ou quoi. Donc avant tout, je veux quand même insister sur ce point-là. On prend soin de sa santé, on est en mode martial. Si tu veux te lever, aller faire une petite course, faire une série de pompes, fais ce que tu veux, aller à la salle de sport, aller à ton dojo ou à ton d'arts martiaux ou ta salle de boxe, ce que tu sport, parce que ta force mentale et ta discipline, c'est beaucoup plus facile d'avoir une discipline mentale quand déjà on a une discipline physique. C'est pour ça que j'avais vu un truc sur les statistiques des meilleurs entrepreneurs, de ceux qui avaient un background, un passé de sportifs, surtout de haut niveau, et également de milieux qui réussissaient le plus. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que la moyenne, mais c'est parce qu'ils ont cette discipline et cette force mentale qu'ils ont déjà acquis et assimilé de par leur passé de force physique. Parce que cette discipline physique, tu as simplement à la répliquer, peut-être tu es devant un ordi, mais c'est le même principe. Alors que quand tu te laisses aller physiquement, tu fais n'importe quoi, t'es pas capable de suivre des règles, déjà juste de respecter ce que tu manges ou les heures que tu dors ou d'organiser ta journée, comment tu vas organiser ton trading. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, c'est un chemin périlleux où cette discipline et cette force mentale, elle va être testée. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une communauté. À un moment, je jouais un petit peu les loups solitaires, je croyais que j'étais dans mon petit jardin secret, je tradais tout ça, mais c'est pas quand tout se passe bien le problème, c'est quand tout se passe mal et que tu te retrouves seul, et parfois la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de discuter de la vie et après tu passes. Au lieu de tomber dans une sorte de dépression, c'est bien de dire discipline, force, mais quand tu es seul, c'est également parfois plus difficile à surmonter. Plus tu grandis, plus après, t'as l'habitude et on va dire que t'as une carapace dure. Mais au départ, quand t'es jeune, je vais pas inventer des histoires. Quand j'avais 22 ans ou 20 ans ou 23 ans, c'est le moment de sortir les violons devant la plateforme, de tout casser autour de moi, parce que ça fait 3 mois, 6 mois que tu te déchires, et après tu sais marre, t'as tout craqué en 2 jours. Toute l'accumulation de profits, tes petits pourcentages, t'as réussi à faire 2005, et là tout d'un coup tout tombe en 2 jours et c'est la fin du monde. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une communauté, parce que c'est pas aller voir ta maman ou ta petite amie ou juste un pote et discuter, parce que c'est pas vraiment les meilleurs pour te conseiller. Ils vont simplement te donner des conseils pour que tu te sentes mieux. Mais c'est là l'important d'une communauté de martial traders qui ont la même discipline pour qu'ils te remettent également sur le droit chemin. C'est pas le moment de dire mais non, c'est pas grave, peut-être que tu devrais arrêter, faire une pause. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? On va discuter de ça et on va combattre pour que ça n'arrive jamais, d'accord? Ça, c'est un point qui est important, donc je vous invite à vous entourer d'une communauté, même si c'est à moi que tu dois le dire. Il y en a qui m'envoient des messages également sur les réseaux sociaux. Même si c'est à moi que tu dois le dire, ça me fait plaisir de partager, de supporter également la communauté, les membres de la communauté des Marseillais. Avec un dernier point, la familia,
C'est une vidéo, je le dis à chaque fois, de formation, mais je préfère que ce soit un petit peu, qu'il y ait un minimum d'échange pour que je puisse moi-même progresser, pas dans juste la stratégie, mais progresser dans ma manière de te montrer les choses. Donc s'il y a des points, toute question est une bonne question. Donc s'il y a des points que tu voudrais que je rentre un peu plus dans les détails, ou il y a des choses que tu n'as pas vraiment compris, je t'invite à balancer un commentaire, parce que non seulement tu vas t'aider, en plus tu vas m'aider à savoir expliquer ce que j'aurais pu mieux expliquer, là où j'aurais pu passer plus de temps, et troisièmement, tu vas aider des gens qui voudraient poser cette question, ils vont voir la question, elle est répondue, donc on fait gagner du temps à tout le monde et on avance plus vite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a quand même passé 2 heures ensemble. On est à 1h59. Donc, sur la dernière minute, je vous dis à tous, bon courage. Je suis de tout cœur avec vous. Force à vous. On est ensemble. Et boum la familia. Ne lâche rien. Passe sur tes plateformes. Mets-le sur ta télé s'il le faut en mode Netflix. Ça, c'est un conseil qu'un grand trader m'a dit. Tu passes combien de temps devant les plateformes? T'es là, tu passes 10 minutes et puis après tu crois que t'as tout compris. Mets-le sur ta télé, sur ta tablette, regarde les graphiques, imprègne-toi du price action et ne lâche rien. Jusqu'à bientôt la familia, c'était un plaisir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.